Je me présente. Donc, Julien Guise, je suis nouvellement maître de conférence à l'Université de Montpellier. Et j'ai la chance d'être accompagné, donc vous allez le voir, par mes deux collègues ici. Mais avant toute chose, avant de les appeler et qu'on commence le sérieux de la chose, j'aimerais vous demander d'essayer de flasher ce QR code de façon à ce que vous puissiez accéder au WooClap, qui est une application qui vous permettra justement de répondre aux sondages, aux questions. Et en fait, ça nous permettra d'orienter un petit peu les discussions. Donc en fonction de ce que vous allez répondre, on verra un petit peu ce sur quoi on va orienter la discussion. Je vais en profiter. Donc enchanté, Mathis Fauchard. Je représente plutôt l'industrie, donc la société Imasolia qui est entre Montpellier et Nîmes, donc locale en même temps. Et je suis coprésident du club jeune de la SFO ou club jeune de la photonique. Donc c'est un club qui a été créé initialement à Nice lors d'un salon Optique Nice il y a 2-3 ans je crois, auquel je participais. 3 ans il me semble, hein, Optique Nice. Et l'idée, c'était de fédérer les jeunes de la photonique, hein, aussi bien du milieu de la recherche que de l'industrie, hein, et de toutes les sociétés confondues en France, du moins au niveau des adhérents de la SFO et autres, hein, autour de la photonique et autour de discussions et d'échanges pour les jeunes, donc un club créé par les jeunes, pour les jeunes, en sachant que dans jeunes, il n'y a pas de limite d'âge, tout le monde est plus ou moins invité à nous rejoindre. Le but, voilà, c'est de venir, c'est d'être moteur en fait pour alimenter. Et là, on est en recherche forcément, on recrute aussi des jeunes. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour fédérer les jeunes, mettre en relation aussi les jeunes de la recherche avec des industriels, par exemple, hein, pour des thèses. Hein. Le but, c'est vraiment de créer de l'échange. Voilà, le club est très ouvert à tous ces sujets et en demande plus. Donc si vous avez des idées, on a déjà des idées de webinaires, de web radio aussi à mettre en place avec le club jeune de façon à alimenter aussi la SFO. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous par mail ou à la fin de cet échange autour d'un verre. On sera bien entendu très heureux de vous parler. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Pierre Felaine, donc je suis également nouvellement recruté comme Julien, mais à l'Université de Poitiers, à l'Institut P'. Donc tout d'abord, je voudrais remercier la SFO et puis Stéphane de m'avoir invité avec Julien pour animer cette table ronde et remercier également les 5 intervenants aux profils très divers qui ont accepté de participer à cette table ronde, une table ronde qui est globalement orientée pour vous aider à faire vos choix de carrière, à vous orienter, si vous vous posez des questions, ce genre de choses. Évidemment, c'est interactif, donc il y aura un moment de questions. Mais si à tout moment vous souhaitez intervenir, surtout n'hésitez pas. Hein. Donc maintenant, je vais brièvement introduire nos 5 participants et après ils se présenteront un peu plus en détail selon leur convenance. Alors, j'ai mon petit pense-bête. Hein. En premier, j'invite François Salin, donc, qui représente anciennement chercheur de formation et qui représente du coup la SFO et l'entreprise Ilasis, spécialisée du coup dans la chirurgie de la cataracte. Ensuite, j'invite Agnès Desfarges-Berthellemot, qui est professeure des universités, du coup à Limoges, au XLIM. Après, Olivier Alluin, de chez Actantis, du coup un organisme de soutien opérationnel et stratégique à la recherche dans le sud de la France. Après, j'invite du coup Sabine Cressin, du coup qui représente ADOC, donc un organisme de soutien aux entreprises et à l'innovation sur toute la région Occitanie. Et enfin, du coup, Thierry Georges, qui représente la société Photonics France. Et Oxus, bien sûr. Et Oxus, du coup, spécialisé dans les sources laser, développement. Et voilà. On m'a laissé celui-là. Vous n'avez pas un petit quelque chose là sur la tête? Donc, j'espère que vous avez eu le temps un petit peu de regarder le petit WooClap, là. Et est-ce que Julien, il a les premières impressions en live? La première question concerne donc la carrière que vous envisagez de poursuivre. Et on aimerait bien avoir une idée un peu de ce que vous souhaitez faire. Donc voilà, vous pouvez vous retourner également et admirer si votre profil intéresse les futures générations, si vous allez être désespéré ou si vous allez travailler encore très longtemps. En amont de la table ronde, on a aussi eu des réponses où c'était assez diversifié. Forcément, les personnes qui ont répondu au premier sondage n'étaient pas forcément ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc on va aborder en fait tous ces sujets
et en prenant un peu dans l'ordre croissant ou décroissant du nombre de réponses. Et a priori, on aura pas mal de missions sur le métier d'entrepreneuriat pour essayer de peut-être vous motiver, ceux qui sont un peu réticents et qui a priori, voilà, le choisissent peu. C'est peut-être par raison de certaines peurs, donc de ne pas savoir comment s'y prendre. Donc on en discutera bien sûr aussi. Alors, moi, je suis comme vous, hein, je découvre en même temps, hein, parce que pour moi, c'est vrai que j'avais très envie d'être enseignant-chercheur. Moi, là, la première chose qui me frappe, c'est entrepreneur. En fait, je pensais qu'il y aurait peut-être plus de jeunes qui voudraient faire de l'entrepreneuriat. Donc, peut-être, en fait, voilà, ça peut paraître un peu surprenant, mais je suis sûr qu'on a du coup 2 personnes qui ont lancé leur boîte et qui vont pouvoir un peu nous expliquer leur parcours et notamment peut-être les pièges à éviter qu'ils ont fait en début de carrière et qui pourraient aiguiller la future génération. Donc je passe la parole en premier à François. C'est la difficulté d'inviter des vieux à parler d'eux, c'est qu'ils aiment bien et donc je vais vous parler de moi. En plus, c'est un sujet que je connais. Donc en fait, j'ai commencé en 84 avec un diplôme d'ingénieur. Je le dis parce que c'est pas complètement innocent dans la suite des opérations. Ceci dit, j'ai continué derrière avec une thèse de doctorat sur les effets solitons dans les lasers femtosecondes. Alors le titre était encore plus compliqué que ça, comme quoi ça amène à tout. Et puis j'ai été embauché par le CNRS en 87. Et le même mois, j'ai été débauché par le CNRS parce qu'il y avait un syndicat qui avait fait une action en justice et qui avait annulé toutes les décisions du comité national. Donc du coup, bon, j'ai été viré. C'était mon premier test. Alors ils m'ont rembauché l'année d'après, hein, donc ça s'est pas passé mal. Mais enfin, c'est toujours intéressant de démarrer sa carrière, comme quoi c'est pas toujours par un succès qu'on démarre. En 90, je suis allé passer 2 ans, à l'université du Michigan avec Gérard Mourou, qui maintenant est connu, puisqu'entre-temps il a eu le prix Nobel. Et puis je suis revenu à l'Institut optique. Et en fait, je suis reparti. Alors ça, c'est la beauté du CNRS. Vous voyez, j'ai fait des allers-retours avec un tas d'autres choses. Je suis reparti 2 ans dans le privé. Je suis parti dans une entreprise qui s'appelait BM Industries, qui a été revendue à Thales 2 ans plus tard. Donc, je suis revenu au CNRS. Eux, ils sont partis à Thales. Et puis là, en fait, donc j'étais au laboratoire d'optique appliquée à l'ENSTA, École Polytechnique. Et là, la région bordelaise a décidé de lancer un grand programme sur les lasers suite à la venue du laser Mégajoule, qui est un gros bazar militaire dans la région, à côté de Bordeaux. Donc, ils sont venus me chercher à Paris. Ils m'ont dit, ben voilà, on a de l'argent, mais on n'a pas beaucoup d'idées. Alors, je dis, ça tombe bien, parce que moi, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas d'argent. Donc, on va s'entendre. Et effectivement, j'ai pu m'en aller à Bordeaux. Et entre-temps, j'étais parti à l'université de Californie à San Diego. Alors, j'ai mis quelques illustrations. J'ai oublié de vous en parler. Pendant mes 2 ans en BM Industries, ce que j'ai fait, c'est appliquer ce que je savais faire, donc construire des lasers femtosecondes. Et effectivement, on a lancé les premiers lasers femtosecondes, en l'occurrence en Europe. Il y a une boîte aux États-Unis déjà qui faisait ça, mais on était les 2e dans le monde. Et c'était très enrichissant comme expérience. Donc, je suis parti aussi quelques mois en Californie, voir des gens exceptionnels. Enfin, ça vaut vraiment le coup. C'est des rencontres qui marquent. Et puis donc, en 98, je suis arrivé à Bordeaux. J'ai créé le laboratoire Celia. Alors, j'ai vu quelques personnes qui étaient là du Celia. Donc, on ne s'est pas croisés, parce que moi, je suis parti il y a longtemps du Celia. Mais effectivement, je l'ai créé, je l'ai dirigé pendant un certain temps. Et ce qui m'intéressait plus, c'était de créer la PALA. La PALA, c'était la plateforme d'application des lasers en Aquitaine, qui était donc une structure un peu intermédiaire entre le monde universitaire et le monde industriel. Donc c'est pour ça que je reprenais mon histoire de diplôme d'ingénieur. C'est effectivement, vous voyez, mon chemin, il s'est promené là-dedans. Bon, alors de temps en temps, ça donne lieu à des choses intéressantes. J'ai eu le droit à un magnifique article dans Sud-Ouest, comme quoi je faisais 1 million de mégawatts. Bon, alors vous êtes scientifique, vous savez que c'est pas comme ça qu'il faut le dire, mais peu importe, si on met pas un beau titre, les gens ne lisent pas l'article. Donc il faut pas hésiter à se faire plaisir de temps en temps. Alors, juste, non, alors c'est quel bouton? À droite? Ah, pardon. Donc, du coup, je suis parti. Une fois que j'étais à la PALA, ça a pas mal fonctionné. On a créé un centre d'entreprise. Au bout d'un moment, je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc, je suis parti du CNRS. Je me suis mis en disponibilité pour 10 ans. Et j'ai créé une boîte qui s'appelait Olight System, qu'on a finalement revendue à des Américains, un grand groupe américain. Et là, on s'aperçoit que c'est pas facile de vivre dans un grand groupe. Donc, au bout de 2 ans, ils m'ont licencié. Et le même mois, j'ai été radié du CNRS. Donc ça, c'était un mois fructueux. Donc j'avais plus rien. Comme quoi, on survit, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai créé une autre entreprise qui s'appelait Montréalaz, en association avec une entreprise qui s'appelait Moria, en l'occurrence à Paris. Alors pour les histoires d'actionnariat, ça s'est aussi mal fini. Et au bout de 3 ans, de nouveau, ils m'ont licencié. Enfin, ils ont même fait pire, ils m'ont mis à pied là, ce coup-là. C'est-à-dire que pour le coup, c'est plus désagréable. On passe, on dépose son ordinateur, et puis on rentre chez soi, et puis on n'est plus payé. Bon, et puis, c'était pas grave, parce que ça nous a permis d'abord de se trouver au chômage, ce qui est une chance
exceptionnel quand on veut créer quelque chose. Donc on est payé par l'État pour pouvoir bosser pour soi. Et donc on a créé Ilasis avec plusieurs cofondateurs. Et donc maintenant, je suis toujours CEO d'Ilasis. Alors je pense que ça sera ma dernière expérience. J'entreprendrai d'autres choses, mais pas forcément de création d'entreprise. Voilà. Et donc mon plan de carrière à moi, c'est de devenir grand-père à temps plein, si je peux. Alors je voudrais juste vous montrer 2-3 petites choses. Il faut tenter des choses. Donc ça, c'est votre serviteur en 84, en l'occurrence. Hein. Bon, alors, ça se finit pas toujours très bien, mais c'est pas très grave. Et alors, je ne sais pas si je vais arriver à lancer la vidéo. If you are 20 to 30 years old, please find a good boss. Not necessarily a good company. Learn from the boss. Learn how to do it. When you are 30 to 40 years old, try to do something yourself if you really want to try. When you are 40 to 50 years old, do things that you are good at. After 20 years of learning, you should do something you're good at. When you are 50 to 60 years old, spend your time supporting young people. When you are over 60 years old, spend time with your grandchildren. Donc vous connaissez tous Jack Ma, le patron d'Alibaba. Bon, c'est très résumé, mais c'est pas complètement idiot. Il y en a d'autres. Hein. Steve Jobs a aussi raconté des choses. Hop, voilà. Ce que j'en tire moi, c'est 2 phrases célèbres qui sont que les seules décisions qu'on regrette, c'est celles qu'on n'a pas prises. Et Nietzsche a dit ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Effectivement, il faut se lancer, il faut apprendre des autres. Donc je suis pas tellement étonné par le sondage de tout à l'heure. Et je trouve que c'est très sain que vous décidiez de ne pas être entrepreneur tout de suite. Comme Jack nous l'a dit, il faut d'abord commencer par apprendre des autres. Hein. Faites-vous payer par quelqu'un pour apprendre, c'est bien mieux que de vous payer vous-même. Il faut s'inspirer sans recopier. Donc recopier, ça marche jamais. Et puis il faut se lancer. Il faut penser que quand on se lance, on retombe toujours quelque part. On ne reste pas suspendu. Donc c'est pas grave, il faudra assumer ça. Il faut vous entourer, il faut être curieux, ça c'est sûr. Il faut prendre des risques. Et puis il faut faire ce que vous avez envie de faire. Et donc vous connaissez sans doute cette fameuse affiche de Steve Jobs. Alors, je vous la laisse la dire. En gros, c'est un peu à notre gloire qui est de dire, oui, effectivement, il y a des gens qui ne sont pas comme les autres, qui font des trucs bizarres, mais sans cela, on n'irait nulle part. Et donc, regardez la phase à la fin, ce sont ceux qui pensent qu'ils peuvent changer le monde qui, justement, vont le faire. C'est très long, hein, mais j'aime bien. Désolé. Merci François. Du coup, oui, un parcours où il faut être résilient, non on peut se prendre des coups comme ça, mais bon, c'est ce qui fait après. Oui, c'est ce qui fait la couleur après de nos parcours, c'est sûr. Et peut-être du coup avoir un mot et une petite présentation. On va faire un petit tour de Thierry sur ton parcours qui est également plus axé entrepreneuriat. Toi, tu n'es pas du coup passé par la case académique. Tu as été directement dans le privé. Ouais, je suis désolé, j'ai rien préparé. J'ai dû zapper le fait que dans les échanges, qu'il fallait que je prépare quelque chose. Donc voilà. Donc il y a pas. C'est bien, c'est parfait. J'aime bien la présentation de François, comme quoi on se dit que la carrière c'est pas forcément quelque chose de très très linéaire. Effectivement, j'aime bien le sondage. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais pas forcément en tête l'idée de devenir entrepreneur. Je voulais commencer par faire la recherche et même plus jeune, je voulais être astrophysicien. Et on m'a expliqué que c'était quand même bien que je trouve un autre projet, parce que c'est quand même un peu compliqué. Et c'est au moment où on m'a proposé une thèse en astrophysique que je me suis dit je vais faire autre chose. Mais au moins, voilà, au moins j'avais été jusqu'au point où on m'a proposé une thèse. Voilà. Donc, s'il y a des questions sur la partie études, quel genre d'études faire? J'ai pas fait d'études en optique, ou très très peu en fait. J'ai commencé comme François, j'étais ingénieur. J'ai été admis à Supoptique et puis finalement, quand on est jeune et bête, quand on a quelque chose qui est mieux classé, on prend quelque chose qui est mieux classé. Donc je suis rentré à l'X.
Et puis après, quand je me suis posé la question, une fois que j'avais refusé la possibilité d'aller en astrophysique, je me suis dit, j'ai envie de faire de l'optique. Et à l'époque, on parlait pas de photonique, mais en tout cas, je veux faire de l'optique. Et j'ai regardé un peu les labos où on pouvait en faire, et j'ai trouvé qu'il y avait un labo qui était quand même vachement bien. Ça s'appelle le CNET. Alors c'était plusieurs labos, et où il y avait quand même des moyens, des interactions avec les universitaires, avec l'industrie, et j'ai trouvé ça quand même pas mal. Et en fait, j'avais une façon d'y rentrer sans demander rien à personne. C'était en rentrant au corps des télécoms. Donc je suis rentré au corps des télécoms, voilà. Et donc j'ai dû aller aux télécoms où on fait très peu de photonique, très peu d'optique, voilà. Donc je suis sorti de mes études, je connaissais rien en optique, à part un peu la loi de Descartes ou de Snell, on va dire, voilà, et deux trois petites choses comme ça, mais guère plus. Et j'ai choisi comme le corps des télécoms parce qu'en fait, il me permettait de passer un an à l'étranger, et j'avais comme en tête quand même d'aller passer un an dans la Silicon Valley. Et alors j'étais nul en anglais, j'étais très bon en allemand, voilà, mais ça sert à rien. Et donc je me suis dit, il faut que j'apprenne l'anglais, il faut que je découvre un peu la Silicon Valley. Et donc je suis parti un an dans une société. Alors tu as parlé de BMI tout à l'heure. C'était Cantel International. Alors Cantel et BMI avaient quand même certains liens, et des liens un peu aussi parce que c'est devenu Continuum à l'époque. Donc en fait, finalement, pour Cantel, que ce soit BMI ou Continuum, c'était des méchants, parce que c'était des gens qui avaient fait sécession en fait. Donc j'ai fait un an en Californie. Donc j'avais 2 bouquins. Le Zigman d'un côté et puis le Bornewolf de l'autre. Donc à la fin, je faisais des lasers. J'ai compris un peu. J'ai eu le temps de lire page à page et jusqu'au bout ces 2 bouquins. Donc j'avais une formation. J'ai eu l'occasion d'aller de temps en temps à Stanford aussi voir Zigman. Et donc à l'issue de tout ça, en fait, évidemment, il m'avait embauché. Et évidemment, deuxième fois, moi j'ai refusé. Dans ma vie, il y a beaucoup de refus. Et en disant, non, Continuum c'est très bien, mais j'aimerais bien. On me demandait de faire un laser très fin, spectralement, et puis mais on me demandait pas de comprendre. On me dit simplement, tu le fais plus fin. Et moi, j'aurais quand même aimé comprendre pourquoi il n'était pas fin et quoi faire derrière. Donc je me suis dit, il faut que je fasse un peu de recherche. Donc je suis bien rentré en France et j'ai rejoint le CNET dans une équipe assez extraordinaire. Et d'ailleurs, c'est une équipe c'était un petit département de 21 personnes, finalement, qui était à l'origine de quasiment toutes les créations d'entreprises photoniques de l'Agnon. Et puis ceux qui n'ont pas créé d'entreprise, ils ont créé des labos, labo photon. Et donc c'est l'équipe qui a essaimé. Les gens ont tous quitté France Télécom parce que c'était plus France Télécom, c'était Orange, et puis on faisait plus ce genre de choses. Et donc chacun a créé son activité. Et donc moi, j'ai fait 10 ans au CNET. J'ai passé ma thèse, et au moins en photonique, sur l'amplification et sur les solitons. Là j'étais estampillé photonicien, donc c'était bon, c'était chaud. Et dans mon labo, j'ai fini par faire la transmission très très haut débit. Et comme toi, j'ai dû faire des mégabits par seconde. Bon, j'ai appelé ça des terabits par seconde quand même. Et donc mon labo a été le premier à avoir fait un terabit par seconde sur 1000 km. Et c'était au moment de la bulle télécom où d'un seul coup on a besoin de débit faramineux. Donc j'étais à OFC, donc la conférence sur les communications optiques. Et puis j'ai présenté mon post deadline. J'avais annoncé 3 ans avant que je serais le premier au monde à faire un terabit par seconde sur 1000 km. Et quand j'ai fait cette présentation, dans la salle, il y avait moitié de financiers. Et à peine sorti, il y avait des financiers qui disaient, mais tu montes ta start-up dans le nord, la Silicon Valley, ou dans le sud? Je dis, moi je vais la monter West Coast, à Lannion. Ça les a un peu refroidis, donc plutôt dans le nord, West Coast nord, mais ça les a un peu refroidis. Et 6 mois après, ils sont venus me voir en disant, on te la finance même en Bretagne, voilà. Et donc j'ai monté ma société, donc on a fait des communications optiques.
Et là, je me suis fait virer quand même. Au bout de 3 ans, on s'est fait racheter par un Américain et qui là m'a bien viré. Voilà, quand même. Voilà. Donc quand même, ça arrive. Et à ce moment-là, il m'a payé 1 an à rien faire. Donc c'est pas l'État qui m'a payé, c'est les Américains. Donc très bien, j'avais 1 an à rien faire. Et donc c'est là que je me suis dit, ben je vais un peu aider les collègues. Donc j'ai monté avec d'autres collègues, hein, mais j'ai monté Perfos, donc une plateforme qui récupérait un peu le savoir-faire puis qui allait partir à la poubelle, hein, parce que c'est le moment où il y a beaucoup de startups qui avaient du mal, hein, après la bulle télécom. Donc j'ai monté Perfos, puis après Fotix Bretagne, et puis maintenant je suis à Fotix France. Donc j'ai à chaque fois un peu co-créé ces clusters en pensant aux autres, là, plus en pensant à moi, mais en pensant un peu à m'occuper des autres. Et puis j'ai créé Oxus, une société de laser. Enfin, je refaisais des lasers et puis ça m'avait beaucoup amusé quand j'étais en Californie. Mais je l'ai pas monté pour moi, je l'ai monté aussi pour un collègue. J'ai dit, écoute, tu veux monter d'abord de laser à Lannion? Ben écoute, j'ai le temps, je vais t'aider à le faire. Et puis au bout d'1 an, ben le collègue est parti. Puis finalement le projet m'a amusé. Il n'était pas simple, mais on est toujours là, donc voilà. Merci Thierry. Donc voilà, on a 2 créateurs d'entreprises, mais on peut se dire que monter une entreprise, ça peut paraître un peu compliqué. Hein. Je suis en thèse, je sais pas trop. En plus, on me dit finalement qu'il faut pas que je me lance tout de suite. Mais heureusement, il existe des acteurs de la recherche, d'appui de la recherche, qui sont avec nous aujourd'hui pour vous expliquer un peu leur rôle et répondre à vos questions. Donc notamment Sabine de Haddock. Est-ce que tu peux te présenter et puis également nous présenter l'émission de Occitanie. Donc oui, Sabine Cressin. Donc moi je suis directrice de mission à l'agence d'Haddock. Donc j'ai deux casquettes en fait à l'agence. Donc j'accompagne des entreprises sur leurs projets d'innovation, plutôt sur les volets électroniques, pas optiques. Je suis pas du tout une spécialiste d'optique et puis ça m'est pas arrivé non plus derrière. Donc plutôt filière électronique et mécatronique. Et mon autre casquette, je pilote enfin tout ce qui est performance de l'agence et la RSE, le nouveau truc dans les entreprises. Mais je trouvais que ça avait beaucoup de sens aussi. Donc au niveau de ma carrière, j'ai une formation universitaire à la base. Donc moi j'avais vocation à être chercheur, à faire de la R&D dans les voilà. Donc bon, c'est pas venu comme ça. J'ai eu une thèse le dernier moment. Finance de l'État, hop, on a coupé les robinets. J'étais la mauvaise année, donc pas de thèse au mois de septembre, alors qu'elle avait été accordée au mois de juillet. Qu'est-ce que je fais? Je cherche du travail. Donc, naturellement, j'ai cherché un poste d'ingénieur R&D, donc dans une entreprise. Donc, j'ai démarré ma carrière dans une start-up, accompagnée dans une pépinière d'entreprise au BIC à Montpellier. J'ai travaillé pendant 2 ans dans cette start-up où j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'était très riche parce que dans une start-up, on est polyvalent, on fait plein de choses. Et j'étais dans un domaine qui était très sympa où voilà, on innovait maximum. Dans ce cadre-là, j'ai rencontré des structures d'accompagnement d'entreprises. Et il se trouve que j'ai eu à l'époque une structure d'accompagnement qui m'a proposé de les rejoindre parce qu'ils cherchaient quelqu'un pour accompagner les entreprises. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je trouvais le côté accompagnement, en tous les cas, ça me plaisait beaucoup d'être à l'écoute en fait des entreprises. Je le faisais déjà dans l'entreprise, d'être à l'écoute des collègues et aider tout le monde et améliorer. Donc du coup, j'ai changé de parcours et je suis basculée d'ingénieur R&D à conseillère technologique, donc toujours sur la partie électronique et mécatronique. Donc j'ai commencé mon parcours dans une structure de transfert de technologie en fait qui avait été créée par l'université à l'époque. À l'époque, le LAM, c'était pas le LIRM. Voilà, ça a beaucoup changé aussi dans les labos. Donc j'ai commencé dans cette structure-là, donc conseillère technologique, où on faisait vraiment accompagner les projets sur le côté techno, les relations avec les laboratoires de recherche. Puis on a fusionné, donc toutes les agences, enfin tous les pôles de transfert de technologie ont fusionné avec l'arrivée d'une nouvelle région, un nouveau président de région. Et donc on est devenu Transfert LR à l'époque, donc l'agence de l'innovation. Donc là, on a évolué sur des métiers plutôt de l'innovation, hein, ce qui était quand même différent que de l'appui technologique. Donc là, on s'est formé, on a accompagné plutôt sur le volet innovation des entreprises. Donc c'est toujours aider en fait des entreprises à monter leurs projets, à trouver des financements,
trouver des compétences, à trouver des bons partenaires, voilà, à les aider à sécuriser en tous les cas leur projet. Donc là, j'ai continué ce métier-là pendant un moment. J'ai eu la chance, enfin, on est venu me chercher, des dirigeants d'entreprise sont venus me chercher pour monter un cluster dans le secteur de la mécatronique. Donc, ce que j'ai fait pendant 2 ans, j'ai été détachée de Transfert LR pour monter un cluster où j'ai beaucoup appris sur tout ce qui était stratégie d'entreprise, tout ce qui était développement international, tout ce qui est voilà enfin différents secteurs qui étaient très différents de l'innovation au départ. Puis j'ai réintégré Transfert LR et là on m'a dit mais maintenant que tu as vu des choses plus transversales, est-ce que tu voudrais pas t'occuper du management des processus chez Transfert LR? Donc pareil, j'ai accepté, enfin chaque fois des nouveaux challenges pour moi. Donc c'était intéressant parce que c'était différent, mais pour moi c'était toujours le lien avec l'innovation, de créer, d'améliorer et autres. Ça avait toujours du sens pour moi d'évoluer dans ce domaine-là. Voilà, donc ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça que maintenant aujourd'hui j'ai toujours ces 2 casquettes. Et quand on a fusionné encore avec la nouvelle région, donc l'agence Ad-Hoc, j'ai continué de faire de faire la double casquette, accompagner les entreprises sur leurs projets d'innovation et toujours sur la partie management des processus. Voilà un petit peu pour mon histoire. Voilà, donc il existe donc des structures, comme pourra aussi présenter le pôle Actantis, mais on est là vraiment au service des entreprises et des startups et des porteurs de projets pour les aider à trouver les bonnes portes pour sécuriser leurs projets et les aider à structurer soit leur entreprise, soit leur projet. Après, je pourrais répondre aux questions, on pourrait en dire, je pourrais parler pendant des heures sur ces sujets-là. Oui, on pourra revenir après s'il y a des questions. Continuons du coup dans les dispositifs d'accompagnement avec Olivier Alluan, qui vous pouvez vous présenter et puis aussi présenter donc Actantis, donc un pôle de compétitivité qui regroupe énormément de disciplines aujourd'hui depuis la fusion. Et donc présentez-vous et comment on peut inciter aujourd'hui les jeunes à entreprendre en Occitanie, au niveau national, mais aussi en Occitanie. Et dites-nous un peu quels sont les secrets. Alors, avant peut-être de m'essayer à l'exercice de la biographie comme mes prédécesseurs, simplement déjà peut-être une toute petite remarque. On a un petit peu opposé création d'entreprise et puis recherche publique. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Alors François nous a expliqué son parcours, nous a montré qu'il était tout à fait possible de faire du ping-pong entre les deux univers. Donc ça c'est un premier point, mais il existe une loi qui s'appelle la loi sur l'innovation, qui a un peu plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui et qui permet, donc c'est la bonne nouvelle, vous n'aurez pas forcément à choisir, qui vous permettra en tant que maître de conf de vous impliquer, ou professeur d'université, peu importe, mais de vous impliquer dans la création d'entreprises à différents niveaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la loi, mais grosso modo, vous avez 3 statuts différents. Un statut qui vous permet de monter au capital d'une entreprise sans mise à disposition, sans temps impliqué dans l'entreprise. Un statut intermédiaire qu'on appelle le concours scientifique, donc qui vous permettra, en tant que maître de conf, ou en tout cas de personnel de recherche publique, même ingénieur d'ailleurs, tout personnel de recherche publique, peut s'impliquer à hauteur de jusqu'à 49% de son temps de travail, mais on va plutôt considérer 20% parce qu'après pour le reste c'est de la mise à disposition, c'est un autre sujet, mais jusqu'à 20% de votre temps, c'est-à-dire 1 jour par semaine, à la création d'une entreprise, au transfert de technologie, c'est-à-dire du transfert issu des labos dans lesquels vous êtes vers la création d'une start-up. Et puis il y a un 3e statut qui est le statut de l'autre côté, à l'opposé, c'est-à-dire on va vous mettre 100% à disposition d'une entreprise pendant 1 année ou 2. Puis après, il y a des modes opératoires qui permettent d'opérer la transition et ensuite vous quittez vos fonctions dans la recherche publique pour être à 100% de votre temps dédié à l'entreprise. Donc il existe des statuts, vous avez un choix relativement important et beaucoup de ponts entre les deux et on n'est pas obligé d'abandonner l'un pour faire l'autre, on peut aussi faire les deux, c'est aussi possible. Voilà. Donc ça, c'était peut-être le premier point que je voulais préciser. Le deuxième, bon alors pour la petite phase biographie, moi j'ai vraiment un parcours qui est, c'est même plus du ping-pong, moi c'est un grand écart facial, double retourné arrière. Donc en fait, moi je viens pas du tout du monde de la microélectronique et de l'optique. Moi je suis en neurosciences, j'ai fait un doctorat en neurosciences. Je suis parti en Amérique du Nord après ma thèse pendant ce qui devait être un postdoc d'1 année, s'est transformé en contrat de travail pendant 6 ans.
Et puis ensuite, moi je suis natif du Sud, donc les gens qui parlent avec les mains et les cigales m'ont trop manqué. Donc j'ai fini par vouloir revenir en France. Comme beaucoup, après un postdoc, j'ai envisagé de passer les concours de maître de conf. Donc j'ai été qualifié dans différentes sections CNU pour passer ces concours. Et puis finalement, en fait, pendant 6 ans, je me suis rendu compte que le job de maître de conf avait beaucoup changé. Et en fait, toute la partie administrative, le temps passé à monter des dossiers, finalement, à plus forcément être sur la paillasse et plus forcément être au cœur de la recherche, c'est quelque chose qui m'avait un peu démotivé. Donc, j'ai finalement pas passé les concours. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais voulu faire une thèse à vie, mais malheureusement, personne n'a voulu me faire des thèses à répétition et me payer pour ça. Donc, j'ai dû me résigner. Et puis, il s'avère qu'à la fin alors, je suis revenu sur un postdataire. Évidemment, je suis pas revenu comme ça à la fleur au fusil, mais j'ai d'abord trouvé un postdataire. Je suis revenu ensuite sur ce type de poste. Et après, à la fin des 2 ans sous contrat, je croise dans les couloirs de l'université l'ancien président d'une des universités de Marseille à l'époque. Il me dit, j'ai cru comprendre que tu voulais pas enchaîner après ton contrat sur les concours, etc. Donc, il me dit, si tu veux, je monte une start-up. Si ça t'intéresse, je t'embarque avec moi dans l'aventure. Moi, j'étais loin du monde de l'entreprise. Pour moi, j'étais vraiment dans ma vision de la recherche, c'était le savoir et la culture. C'était pas vraiment faire du business. Et puis finalement, je me suis intéressé au sujet. Je suis allé avec lui dans l'aventure. Et puis en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, j'étais un peu le couteau suisse. J'étais à la fois ingénieur de recherche, en même temps, je dealais avec les fournisseurs chinois, en même temps, je faisais des plans de financement, en même temps, bon voilà. Et donc, du coup, toute cette multiplicité de compétences qui sont nécessaires à la création d'entreprise, à la fois les aspects techniques que vous allez, au bout d'un moment, maîtriser extrêmement bien, et puis les aspects un petit peu plus administratifs, juridiques, financiers, propriété intellectuelle, etc., auxquels j'étais pas du tout habitué, m'ont finalement intéressé. J'ai compris la complémentarité de tout ça. Et donc, j'ai accompagné cette boîte jusqu'à sa première levée de fonds. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je voulais pas forcément être entrepreneur, je voulais pas forcément piloter un projet, mais un peu sur le même constat qu'à l'issue de mon postdataire, je voulais voir plein de chercheurs, je voulais voir plein de technos, je voulais apprendre plein de trucs en fait. Et donc du coup, je me suis orienté vers l'accompagnement d'entreprises. Donc j'ai commencé à travailler dans un incubateur public. Donc toutes les entreprises et les startups qui se créent à partir de propriétés intellectuelles issues de la recherche publique, donc CNRS, mais pas que, hein, tous les grands acteurs de la recherche publique et les universités. Et donc, voilà, le but d'un incubateur public, c'est vraiment d'aider à l'amorçage des projets de création de start-up. Et donc, pareil, on était les couteaux suisses. J'étais un peu le 5e homme de l'équipe, entre guillemets, à monter les dossiers de financement, à aller aider à déposer l'API, aller sur plein de sujets, du fiscal, du financier. Je parle de crédit d'impôt recherche, statut jeune entreprise innovante, tous ces sujets qu'il faut un petit peu connaître quand on est dans l'innovation. J'ai fait ça 6 ans, et puis à l'issue de ces 6 ans, sachant que j'adressais pas mal d'entreprises qui étaient très jeunes à l'amorçage, à la naissance en fait, voire même projet pré-création, intégration. J'ai voulu m'adresser à des sociétés un peu plus matures, c'est pas les mêmes besoins, c'est pas le même type de sujet, c'est pas la même ampleur. Et donc j'ai basculé en juin dernier, donc ça fait un peu plus d'1 an à peine que je suis dans un pôle de compétitivité. Donc au pôle à l'époque qui s'appelait SCS, aujourd'hui qui s'appelle Actantis. Donc c'est une marque en fait qui a été déposée, qui vise à brander la fusion entre 2 pôles. Et la boucle est bouclée. On a fusionné avec le pôle Optitech, qui est donc un pôle qui était dédié à l'optique, à la photonique en Occitanie et en région sud. Et donc aujourd'hui, le pôle Actantis a agrégé cette technologie à ces 4 verticales technologiques historiques que sont la microélectronique, l'électronique, l'IoT, l'IA, data analyse et la cybersécurité. On a aujourd'hui donc la photonique et l'imagerie, et on agrège les entreprises de ces secteurs-là sur le Grand Sud, Occitanie et région sud. Est-ce que j'ai encore 2 minutes pour dire qu'est-ce que c'est qu'un pôle de compétitivité, qu'est-ce qu'on fait? Donc les pôles de compétitivité en France, aujourd'hui ont une 20aine d'années, puisqu'ils sont nés en 2005. Une 50aine de pôles en France qui sont thématisés. Vous avez 2 grands types de pôles de compétitivité, des pôles qui sont dits sectoriels ou pôles marchés, dans lesquels en fait on a les grands acteurs des grands marchés technologiques, et vous avez des pôles dits technologiques dont fait partie le pôle Actantis, où là sont principalement des acteurs qui développent de la techno, des industriels, des entreprises qui font beaucoup de R&D dans les 5 verticales technologiques dont je vous ai parlé. Et donc l'objectif du pôle Actantis, sa mission, c'est vraiment de faire en sorte que ces gens se parlent. Donc déjà c'est la première des choses, c'est que toutes ces structures se parlent, avec l'idée en tête qu'on va plus loin et on va plus vite quand on fait les choses ensemble que quand on les fait seul dans son coin.
Donc ça, c'est un petit peu la phrase qui peut résumer nos missions. Après, au-delà de ça, on a beaucoup de missions. À la fois l'animation de ce réseau d'entreprises, faire en sorte que les gens se rencontrent, je l'ai dit, donc on organise des événements annuels en présentiel, en webinaire. On fait de l'aide au financement aussi. On a une équipe qui va identifier les appels à projets, donc les financements publics, pour des projets de recherche spécifiques. On va aider à monter les dossiers et on a une casquette aussi qui permet de labelliser ces dossiers. Donc ça, c'est assez important. La labellisation des pôles de compétitivité permet de faire un saut, on va dire, en termes de taux de réussite sur les appels à projets. En gros, pour vous la faire rapidement, les appels à projets nationaux et régionaux, entre 5 et 15% de taux de réussite en général, dépendamment de la compétitivité du guichet. Et puis, sur les appels à projets qui sont accompagnés par un pôle et qui sont labellisés par un pôle, on est plutôt autour de 45 à 50% historiquement. Donc, ça ne garantit pas d'avoir le financement, mais ça maximise les chances. Et ça, c'est parce qu'on passe à travers un processus qui est un processus d'évaluation du dossier par les pairs, par un comité scientifique, un comité d'experts. Et donc, ça préqualifie le dossier pour les financeurs. Donc ça, c'est aussi une grosse casquette. Et puis, plein d'autres choses. On a tout un catalogue de services. Et l'objectif, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment de promouvoir l'innovation, de faire en sorte que les gens se parlent. On est aussi reconnu par l'Europe, parce que là aussi, l'Europe ne sait pas parler aux PME. Aujourd'hui, c'est une énorme structure versus une beaucoup plus petite structure régionale. Donc, elle s'appuie sur les pôles à travers des financements qu'on appelle cascade funding. Donc, nous, on va répondre à des appels à projets européens. L'Europe va nous donner une poche de financement et nous, on va créer des appels à projets pour nos membres pour pouvoir financer des prototypes, des preuves de principe, etc. Dans les entreprises nouvellement créées ou innovantes. Voilà, dans les grandes lignes. Merci Olivier. Tu as raison de souligner qu'il ne faut pas opposer innovation et du coup enseignement et recherche. Hein, on l'a vu juste avant avec la présentation de nos 5 lauréats, qui semblerait que maintenant, quand on a une bonne idée, on essaie de faire une PME. Et notamment, ce qui me surprend, c'est que du coup, il faut être maître de conf pour bénéficier de ces statuts. Maintenant, quand je regarde ce sondage, donc je vois enseignant-chercheur qui était à l'époque, en tout cas, avec chercheur un peu la voie naturelle. Maintenant, je vois également que enseignant, c'est 0%, ce qui représente pas beaucoup en fait. Donc, Si je peux juste oui, bien sûr. Pardon. C'est vrai qu'il a précisé par rapport au statut des chercheurs, mais au niveau des étudiants, aujourd'hui, il y a quand même des dispositifs qui permettent d'avoir un statut d'étudiant entrepreneur. Et il y a quand même des structures, notamment au niveau de l'Université de Montpellier, qui permet d'accompagner des jeunes étudiants, quel que soit là où ils en sont, de leur parcours, qui ont une idée à essayer de maturer l'idée. Il y a tout un parcours qui est très bien organisé, très bien accompagné pour pouvoir les aider à maturer leur projet et jusqu'à la création de l'entreprise. Donc c'est aussi possible au niveau des étudiants. Il n'y a pas que les chercheurs qui ont des possibilités aujourd'hui. D'accord, merci de la précision. Et du coup, je rebondis. Il semblerait quand même que ce qui intéresse, c'est plutôt d'être chercheur plus qu'enseignant, hein, si on regarde. Donc moi, ma question, quand je vois un peu le vivier des étudiants qui diminue en tout cas, et puis quand je regarde les statistiques de l'an dernier, qui sont qu'en sciences et techniques, seuls 15%, il me semble, des docteurs finissent maître de conférence. Moi, ça me pose quand même la question de l'évolution du statut de chercheur. Donc moi, j'ai une question pour toi, Agnès, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé là? Question simple. À laquelle j'ai pas la réponse. je corrige parce que, regarde, pour le métier d'enseignant-chercheur, il y a 28% qui est à peu près au même niveau. Ils ont mal cliqué sur chercheur, je pense, en fait. Oui, donc moi je n'ai pas le sentiment qu'aujourd'hui là il y a une désaffection complète pour le métier d'enseignant-chercheur, parce que quand on regarde un peu les stats, alors récemment là le CNU a publié le ratio entre le nombre de candidats au poste de maître de conférence et le nombre d'élus. Et en fait, il y a à peu près 5 fois plus de candidats que d'élus. Donc la difficulté, elle est à mon avis plus peut-être aujourd'hui sur le nombre de postes qui sont offerts à nos jeunes docteurs. Et là, c'est une réelle difficulté. Alors voilà, on connaît effectivement les difficultés de non-renouvellement des postes, mais comme tu disais tout à l'heure, il y a aussi le fait que
finalement, nos disciplines scientifiques n'attirent plus trop les jeunes. Et donc, on a un peu de mal aussi à trouver des étudiants qui sont intéressés par nos disciplines scientifiques. C'est un gros challenge que l'on a à relever, parce que si on a peu d'étudiants en sciences dures, hein, donc en physique en particulier, il sera difficile aussi d'avoir des postes, parce que quand nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, en tant que responsables d'équipe, responsables de laboratoire, on va négocier dans nos universités des postes, eh bien, on regarde le besoin en pédagogie, alors besoin en recherche, bien sûr, mais souvent on prime le besoin en pédagogie, et s'il y a peu d'étudiants, c'est assez difficile d'avoir des postes, d'où peut-être le fameux rapport 1/5 dont je parlais tout à l'heure. Donc la difficulté, c'est effectivement comment donner envie aux jeunes de faire des sciences, et ça fait partie aussi de nos missions, nous, en tant qu'enseignants-chercheurs, d'essayer d'aller à la rencontre des jeunes, à travers différents outils qui nous sont proposés aujourd'hui, pour leur donner ou les faire venir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être aujourd'hui des jeunes qui viennent dans leur stage de seconde, on en accueille nous un certain nombre, parce que peut-être qu'en pratiquant, en venant à notre rencontre, ça donne envie de poursuivre, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que je pense que les jeunes ne se projettent pas dans nos métiers, je ne sais pas, c'est difficile de l'identifier à mon sens aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais peut-être me présenter un tout petit peu, parce que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, pour ce qui me concerne, alors très rapidement, donc je suis professeur des universités à Limoges. Donc j'effectue ma recherche à l'Institut XLIM et mon enseignement à la Faculté des sciences et techniques. Alors j'ai un diplôme d'ingénieur à l'origine également en physique que j'ai obtenu à l'Institut national polytechnique de Grenoble. Et ensuite, je suis venue à Limoges pour des histoires de cœur et j'y suis restée pour ces mêmes raisons. Donc, je fais partie de ceux qui n'ont pas fait ni de grand écart, ni d'autres. Donc voilà, je suis un peu différente finalement dans mon parcours de ce qui a été présenté jusqu'à présent. J'ai, à l'issue de mon doctorat que j'ai fait dans le domaine des cavités laser à base de cristaux photoréfractifs, utilisés comme miroir à conjugaison de phase et comme milieu amplificateur, où on cherchait à produire des images à l'intérieur de ces cavités laser pour sortir des modes traditionnels de l'Aguerre-Gauss et d'Hermite-Gauss. J'ai ensuite eu une opportunité pour partir au CEA Saclay en tant que postdoc. Et là, par chance, peut-être pour moi, parce que j'avais aussi des objectifs personnels, j'ai eu l'opportunité donc d'avoir un poste de maître de conférence. Et à cette époque-là, alors du coup, je suis complètement pas dans les standards actuels. Il était relativement facile, je pense, de trouver des postes de maître de conférence. Donc, je suis restée à Limoges et j'ai commencé donc ma carrière en tant que chercheur et enseignant. C'est cet équilibre en fait entre les deux que j'ai recherché. Voilà. J'étais responsable de formation pendant longtemps, avec un grand plaisir à monter des partenariats internationaux de formation. Et puis aujourd'hui, je fais partie de l'équipe de direction d'XLIM et je m'attache beaucoup à ce lien entre formation et recherche, développer des dispositifs qui mettent les étudiants au plus proche des équipes de recherche, dans un dispositif en particulier qui s'appelle les cordées de la recherche qu'on a créé, où les étudiants viennent passer des journées dans le laboratoire en étant encadrés par des doctorants. Donc c'est valorisant aussi pour le doctorant parce que c'est une première expérience à la gestion de projets de recherche qui peuvent valoriser ensuite. Et je continue mes activités de recherche sur des mises en phase de réseaux de laser. On a vu ça là tout à l'heure dans les travaux de Cindy Bélanger sur XCAN. Donc je travaille sur ces sujets-là et aussi sur des sujets de contrôle de la propagation dans des filles multimodales avec l'avènement des SLM qui permettent de bien jouer avec tout ça. Voilà, et sur l'utilisation des réseaux de neurones dans ce contexte. Merci pour ta présentation. Est-ce que tu as une autre question pour le public, Julien, par hasard ? Oui, je dois avoir ça. Donc normalement sur le WooClub, tout va s'actualiser. Pour avoir un petit peu une idée, voilà, on a parlé un peu des métiers. Maintenant, on va parler un petit peu des directions. Donc, peu importe le métier, en lien avec l'optique, bien sûr, et la photonique. On aimerait avoir un peu votre avis, donc, par exemple, sur les grands domaines qui seront un rôle déterminant d'ici 2030. Donc, c'est des questions bien sûr pour l'audience, mais aussi pour vous, nos intervenants. Voilà, donc...
A priori, on a pas mal de médecine, imagerie, industrie, sécurité, défense, détection environnementale. Ok. En attendant, peut-être, j'aimerais bien rebondir, Agnès, sur ce que tu disais, sur deux choses. La première, c'était, est-ce qu'on n'intervient pas un peu loin au niveau de l'attractivité des étudiants? C'est-à-dire que nous, on les a post-bac. Est-ce qu'on peut pas peut-être intervenir un peu plus tôt pour leur donner envie, justement, de poursuivre ces longues études? Est-ce qu'il y a des dispositifs, par exemple, qui sont mis en place, des moyens de communication dans le lycée, tout ça? Oui, il y a des choses. En fait, il y a des dispositifs bac moins de 3, bac plus 3. Alors, il y a un dispositif. Moi, je vous parlais tout à l'heure du dispositif des cordées de la recherche qu'on a mis en place. C'est un peu pour faire écho à un autre dispositif qui existe, qui s'appelle les cordées de la réussite, dans lequel, eh bien, les étudiants depuis le collège sont amenés à rencontrer des lycéens, puis des étudiants qui sont à l'université, puis des chercheurs, et progressivement essayer un peu de leur faire découvrir ce qu'est la recherche. Et donc, ce que sont aussi nos disciplines. Donc, il y a des dispositifs, effectivement, qui existent. Il y a d'autres dispositifs. Moi, j'ai participé à un autre dispositif qui s'appelle une scientifique dans ma classe. Je crois que c'était ça le sujet. Alors, il y avait deux effets recherchés là-dedans. C'était en tant que femme, moi, en tant que petite fille, est-ce que je ferais de la recherche scientifique demain? Donc, l'idée, c'était que des chercheuses, cette fois-ci, aillent à la rencontre de collégiennes. Rien que des filles, en fait, on avait devant nous une assemblée de jeunes filles pour parler, en fait, de nos métiers, de façon à ce que, effectivement, ces jeunes filles puissent se projeter. Donc, il y avait ce double effet recherché. Donc, on va effectivement à la rencontre des jeunes. Nous, on a aussi un objet extraordinaire qui est le Scientibus, qui est un bus qui est fait d'expériences scientifiques et qui parcourt tous les collèges et lycées de la région, ex-région Limousin, et même au-delà. Et on va auprès des jeunes, alors pas que pour présenter, mais aussi pour leur faire des expériences. Donc ils montent dans le bus, ils font des expériences de physique, alors ça couvre beaucoup d'aspects, et la photonique est quand même très mise à l'honneur parce que c'est visuel. Donc, et après, ce qui est difficile, c'est de mesurer quel est l'impact de ça, en fait. Et c'est là où moi je sais pas répondre à ça, parce qu'on essaye de multiplier en fait les actions, mais je crois que pour les jeunes, ça reste toujours quelque chose de difficile, dans lequel ils ont un peu de mal à se projeter. Et peut-être que aussi derrière tout ça, il y a le fait que, en fait, on parle souvent des métiers d'ingénieur. Et finalement, derrière le métier d'ingénieur, il y a quoi? Parce qu'il y a plein de métiers d'ingénieur, en fait. Et quand on est médecin, quand on est, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples qui me viennent tout de suite à l'esprit, mais on identifie, on se projette peut-être beaucoup plus facilement parce que ce sont des métiers qu'on connaît bien. Un ingénieur, ça peut être un ingénieur qualité, ça peut être un ingénieur R&D, ça peut être un ingénieur de production. Enfin, il y a plein de métiers d'ingénieurs. Et donc, ils ont aussi du mal à se projeter sur ces métiers-là. Donc, on les fait venir aussi nous, on les a fait venir dans le cadre de la journée de la physique, tous les collèges. On a fait venir 900 collégiens et lycéens dans notre laboratoire de recherche pour venir non seulement échanger avec des chercheurs, mais aussi avec des industriels et faire des manipulations. L'impact de ça, je le connais pas. Un petit sujet. Donc, déjà, globalement, on parle de science. La partie industrielle, elle n'a pas été pendant des années, elle n'a quand même pas été très valorisée en France. On avait quand même l'impression, il y avait des gens qui théorisaient quasiment la disparition de l'industrie, comme on avait théorisé la disparition de l'agriculture. Voilà, on allait tous faire du service. Et je pense que maintenant on en revient un peu, et j'espère un peu plus. Et donc, en tout cas, ceux qui se lançaient dans de l'industrie, pour beaucoup avaient souhaité fabriquer en France, et on s'est rendu compte qu'on n'avait même pas forcément, on n'avait pas de bac pro qui permettrait de faire des opérateurs, de former des opérateurs pour nos sociétés. C'est-à-dire que simplement se dire tiens, je vais fabriquer en France, ben non, on va pas fabriquer en France. On a formé personne. Et donc ça, c'était comme un manque, et on a comme réussi, et ça c'est comme
Alors, Orthophonics France et puis la SFO, on se partage un peu le travail sur la partie formation et on pousse quand même pas mal de choses. Et là, on a un projet encore qu'on est en train de monter, qu'on espère qu'il va être accepté, hein, l'AMI forme. Donc sur les formations. Et c'est vrai que c'est un objectif un peu global, c'est donner envie aux jeunes de se lancer dans des métiers techniques, scientifiques, et peut-être depuis le début, hein, c'est-à-dire que dès la troisième, on a utilisé Fotix Bretagne aussi pour organiser des stages de troisième, c'est-à-dire que plutôt que de laisser les gamins se débrouiller tout seuls avec les réseaux de papa et maman pour aller faire leur stage, en fait c'est Fotix Bretagne qui a pris 30 jeunes ou 40 jeunes dans leur stage de troisième et puis qui a organisé des visites dans les différentes entreprises, mais aussi des visites à l'école d'ingénieurs, à l'IUT et à l'école doctorale. Donc en fait, tous ces jeunes-là, certains ont décidé de faire un bac pro, puis d'autres se sont dit tiens, quand même c'est un domaine intéressant. Voilà. Donc on doit donner envie aux jeunes de se lancer dans nos métiers parce que c'est comme des beaux métiers avec quand même des perspectives assez intéressantes. Alors Fotix France avait fait une petite VT aussi qui devrait attirer un peu les jeunes. Je sais pas si vous l'avez vu, où on voit quand même des belles images, etc. Alors tout ça, il faut évidemment le continuer, hein, donner plus envie. Il faut quand même maintenant remonter le courant qu'on a descendu pendant des années. Hein, ça se fait pas en quelques semaines, et donc si on veut qu'il y ait de nouveau beaucoup d'étudiants et beaucoup de postes d'enseignants chercheurs, il faudra peut-être encore quelques années, mais en tout cas il faut y travailler. Si je puis me permettre, on a nous, Thierry et moi par exemple, un souci quand on en parlait aux gens qui sont en seconde, c'est qu'on a à peu près l'âge de leurs grands-parents. Donc vous imaginez qu'ils écoutent plus les gens comme vous que les gens comme nous. Donc c'est vous qui allez devoir porter cette bonne parole, parce que vous êtes les jeunes professionnels. Vous savez ce que c'est que ce métier d'opticien. Vous savez pas encore où est-ce qu'il va vous mener, mais ça vous verrez bien. Mais vous savez pourquoi vous l'avez choisi, parce que ça vous intéresse, il y a des choses superbes. Et là, en troisième ou en seconde, les gens vont vous écouter, vous avez leur langage, moi je l'ai pas. Je suis pas ni sur Snapchat, vos trucs. Donc, je ne sais pas leur parler. Alors nous, on veut bien mettre en place des opérations, on peut vous aider. Le réseau, c'est extrêmement important. S'il n'y a qu'une seule chose à construire dans sa vie, c'est son réseau. Ça servira toujours. Donc, utilisez ce début de réseau. Là, d'abord, faites-en un ici et puis utilisez-nous pour le réseau. Mais c'est vous qui êtes nos bons ambassadeurs. Donc, pensez qu'il ne faut pas que vous regardiez ça de l'extérieur. Vous avez un rôle à jouer pour ce qu'on va appeler les jeunes générations, hein, qui n'ont jamais que 10 ans de moins que vous, mais qui sont les jeunes quand même. Merci à vous trois pour ces avis très éclairés sur la question. Donc, en attendant, on a atteint le régime permanent. On a deux éléments qui se distinguent. C'est assez paradoxal, hein. On a industrie défense et médecine imagerie. C'est un peu d'un côté se blesser et de l'autre se soigner. Moi, j'aime bien mettre les pieds dans le plat, je suis désolé. Est-ce que c'est d'actualité ça, vous pensez, ou est-ce que c'est cyclique ou globalement c'est vraiment les... Justement, moi, ma question pour les deux appuis à la recherche, c'est est-ce que c'est des thématiques que vous soutenez particulièrement, ou est-ce qu'on vient davantage vous voir avec ces thématiques? Est-ce que ça vous surprend, ce résultat? Très rapidement, déjà, premier constat, l'optique et la photonique dans ces deux secteurs-là, ça date pas d'aujourd'hui quand même, hein. Les premières jumelles, les premiers microscopes, c'est quand même dans ces secteurs qu'ils ont été grandement utilisés et grandement développés aussi. Et puis pour répondre à la question que vous posez, nous aujourd'hui, en fait, on soutient pas particulièrement un secteur plus qu'un autre. On soutient tous les secteurs de la même manière, mais c'est vrai qu'on est un pôle parmi les 5 pôles défense en France. Donc évidemment, on a des grands acteurs de la défense, qu'on accompagne et qu'on aide. Beaucoup de petites entreprises, parce qu'il faut savoir aussi que dans le milieu de la défense, les grands acteurs font rarement tout, hein. Ils s'appuient beaucoup sur de petites PME qui développent des briques technologiques. Donc c'est pour ça qu'il y a de la place pour tout le monde. Et puis la médecine aussi, puisque sur le secteur, sur la région sud, on a sur Marseille la faculté de la Timone et des grands centres de recherche médicale, biomédicale. C'est vraiment un territoire de santé
Je pense qu'à Montpellier aussi d'ailleurs. Et donc forcément, il y a une énorme émulation autour de ça. Et ce qu'on constate beaucoup ces dernières années, c'est évidemment, comme ça vous a pas échappé, le développement de l'IA notamment et du traitement de l'image particulièrement. Comment enrichir ces images. Il y a énormément de données médicales en fait qui sortent des labos d'analyse, des hôpitaux, des CHU. Et la question, ces structures ont conscience qu'elles sont assises sur un tas d'or entre guillemets, puisque ces data ont une grande valeur. Par contre, savent pas comment l'exploiter. Et puis quand elles essayent de l'exploiter, c'est souvent à la main aujourd'hui. C'est assez archaïque. On essaie d'enrichir les données en allant cliquer image par des petites mains qui se chargent du travail. Donc aujourd'hui, l'IA apporte un vrai plus sur le traitement de ces images. Donc voilà. Donc c'est vrai que sur la région sud, en tout cas, la défense et l'imagerie, et au sens large la médecine, l'imagerie en médecine, c'est quand même deux secteurs qui sont très 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 développés et en fort développement. Oui, de notre côté, c'est pareil, hein, sur l'Occitanie. Le secteur de la médecine, c'est très 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 fort. Nous, c'est à peu près, on accompagne à peu près 600 entreprises par an sur des projets d'innovation. Sur les 600, il y en a à peu près 15% sur la partie santé. Enfin, on est entre 15 et 20% sur la partie santé. Alors, c'est pas forcément que sur des problématiques d'imagerie ou autre, hein, il y a tout ce qui est biotechnologie, enfin tous ces secteurs, biothérapie, mais c'est quand même un secteur qui est très très présent. Sur l'aspect, je dirais plutôt, militaire défense, on voit un peu moins quand même de projets sur ces aspects-là, nous. Peut-être parce que on est côté région et que c'est vrai que les gens viennent plus nous chercher pour du financement régional. Et les entreprises de ce secteur de la défense vont plus chercher du financement directement parce qu'il y a des financements directs au niveau de la DGA. Là-dessus, ils viennent moins nous chercher sur cet aspect. Mais là, on va en avoir parce que la région vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour soutenir des projets dans le secteur de la défense. Donc, on va forcément avoir une montée en puissance sur ces sujets. Ouais. Et ça, j'imagine que c'est national. C'est un effet assez peut-être national, généralisable. Alors, c'est sûr que l'État, l'Europe, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est les sujets. Hein, on voit tous les derniers appels à projets européens et même de cascade funding sont sur les sujets de la défense. Ça devient la priorité aujourd'hui. On le voit. Il y a un contexte en effet géopolitique qui est favorable malheureusement à ça et au niveau de l'État. Donc du coup, ça se déclenche aussi dans les régions qui, de par ce contexte également souhaite intervenir sur ces sujets-là. Après, il y a des gros secteurs, des régions dans lesquelles certains sujets sont plus développés que d'autres. Des endroits où vous avez des marines nationales, des structures de défense qui sont très implantées. Je pense à Toulon notamment. Vous avez Naval Group qui est présent, vous avez la rade de Toulon. Et normalement, il y a une émulation énorme autour de la défense sur ce bassin-là. C'est un énorme employeur du secteur. Ce sont deux énormes employeurs du secteur. Donc, il y a quand même une territorialité des développements quand même. C'est pas homogène à travers toute la France. Oui, nous, c'est plus aéronautique, spatial, tout ce qui touche aux satellites et autres, où il y a aussi des sujets d'optique photonique. Oui. Ça renvoie à la question de la mobilité pour vous notamment. Et du coup, là, la question, c'était quels sont selon vous les grands domaines? Mais en fait, ça va un peu en opposition avec on a fait un petit sondage avant. Et ce qui revenait beaucoup, c'était également l'impact environnemental. Hein. Évidemment, on peut pas nier le contexte actuel. Et ce que j'ai vu passer, c'est que le CNRS avait lancé une unité un peu transverse qui s'appelle Utopia, qui s'intéresse beaucoup au cycle de vie en fait de tout ce qu'on fait dans la recherche et tout. Donc moi j'ai une question un peu piège pour nos deux chefs d'entreprise. Est-ce que vous, de votre côté, vous vous intéressez à l'impact environnemental en fait de vos entreprises, au cycle de vie de par exemple Oxus, des lasers, pour tout ce qui est matériaux, recyclage et tout. Est-ce que c'est une question qui vous tient à cœur particulièrement ou pas du tout? Donc là, je mets ma casquette Oxus, mais la casquette Photo X France aussi. C'est clair que le RSE est important pour les sociétés. On voit bien de plus en plus. Excuse-moi, c'est quoi le RSE? Responsabilité sociale et environnementale. D'accord. Voilà. Donc ça englobe un peu l'ensemble.
Et de plus en plus, pour avoir du financement, on a des accès à des financements gérés à de meilleurs taux si on a lancé cette démarche sociale et environnementale. Alors, j'arrive sur la partie photonique. La photonique, alors forcément, dès qu'on crée quelque chose, on utilise de la matière. Voilà, donc il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on en fait derrière. Hein, ça c'est clair. Mais c'est aussi quand même, il y a beaucoup d'activités photoniques qui vont permettre justement de réduire l'impact sur la planète. On regarde simplement la présentation de Fabrice Rennery tout à l'heure. Il dit, moi j'ai besoin de l'électronique dans l'augmentation finalement des capacités de calcul sur l'IA. De toute façon, ça va pas tenir parce que la consommation d'énergie elle est faramineuse. Et effectivement, sur l'IA, on peut se poser cette question-là. Jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'on peut utiliser l'IA et consommer comme la ville de New York où à la fin il parlait du Japon, hein, même si on peut demander aux Japonais d'arrêter d'utiliser l'électricité, ils en ont assez consommé. Hein. Mais voilà, la photonique est aussi une réponse. C'est-à-dire qu'on peut parfois réduire un facteur 10, un facteur 100 les consommations. Quand on regarde l'automobile, la photonique est simplement le fait de découper les tôles, etc., permet de faire des voitures beaucoup plus légères qu'avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans la photonique, les voitures seraient beaucoup plus lourdes et consommeraient beaucoup plus. Voilà. Donc déjà, la photonique est souvent une réponse. Et après, concernant Oxus, je dirais qu'Oxus, Oxus fait des lasers visibles. Pour l'instrumentation générale, pour le médical très souvent, ou la recherche biomédicale, pour un peu l'industrie du semi-conducteur, et puis l'analyse chimique, et donc qui est liée à l'environnement d'une façon ou d'une autre. Donc déjà, nos marchés sont plutôt vertueux. Et on fait des lasers visibles, et les technos qu'on a développés sont des technos qui permettent finalement de consommer 2 fois, 3 fois, 4 fois moins d'énergie. Voilà, déjà en parlant simplement d'énergie et sans se poser la question d'où vient cette énergie. Donc déjà, on fait cet effort de sobriété, on fait des lasers qui consomment beaucoup moins. Alors pas parce que c'est la priorité numéro 1, mais simplement un laser, toute l'énergie qu'on apporte se transforme soit en lumière, laser, le côté utile, soit en chaleur. Et puis la chaleur, en général, l'optique, elle n'aime pas trop la chaleur, surtout quand on essaie d'injecter dans une fibre qui fait quelques microns de diamètre. Si on met trop de chaleur, ça devient compliqué à gérer. Et puis après, s'il y a beaucoup de chaleur, on est obligé de mettre des systèmes qui consomment de la chaleur mais qui l'évacuent. Et c'est quelque chose qui est exponentiel. C'est-à-dire que tant qu'on est en dessous d'un certain seuil, finalement on consomme très peu et puis après ça explose. Donc nous on essaie de pousser le plus possible le moment où on aura besoin de tous ces systèmes, et les systèmes deviendraient très 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 imposants, très consommateurs, et pour l'instant on n'a même pas envie d'aller dans cette zone-là. Donc ça c'est pour la partie énergie. Sur l'aspect utilisation composants, nous on essaie de faire des lasers nos lasers c'est les empilements de cristaux. Et ce qu'on essaie de faire, c'est on fait une cavité laser, et puis parmi les choses qu'on développe, c'est de dire tiens, cette cavité, si je la coupe en 2, est-ce que ça fait encore un laser? Parce que un laser c'est longitudinal. Est-ce que j'ai besoin de mes 3 mm par 3 mm on divise en 2, on divise en 4, ça fait 4 lasers. C'est sympa. Et donc là, on diminue. Alors, je parle pas de recycler. Alors après, recycler, c'est des millimètres cubes. Hein, donc c'est moi, vous me prenez le néodyme qui est dans une Prius, je suis bon jusqu'à la retraite dans 5 générations. Hein. On a assez de néodyme pour tout ça là. Donc on consomme comme très peu de ces matières-là. Alors après, on a de l'électronique et il faut aussi recycler ça, mais ça fait partie effectivement des interrogations qu'on a. Le recyclage, faut avouer que pour l'instant le recyclage il est quand même assez limité. On envoie des lasers un peu partout dans le monde. Simplement faire revenir un laser jusqu'en France, on peut se poser la question de son impact. Voilà. Pour compléter, effectivement, nous c'est une démarche qu'on a. On a créé la société à la suite d'une conférence que j'avais suivi d'un gars dont je vous engage à lire les bouquins, qui s'appelle Navi Raju, et qui a écrit, c'est un franco-indien, son nom vous l'indique,
Il a écrit des bouquins sur l'innovation frugale. Donc vous tapez innovation frugale et vous tomberez forcément sur ces bouquins. C'est très très intéressant parce que ça nous questionne, nous, en tant que scientifiques. Je suis sûr que dans toutes vos expériences, vous essayez toujours de faire un peu plus que le coup d'avant en rajoutant des trucs. J'ai fait ça pendant 20 ans au CNRS. Et un jour, j'ai écouté David qui me dit « Moi, j'aimerais faire mieux avec moins ». Et ça, c'est un peu choquant parce qu'effectivement, on peut le faire. Vous achèterez jamais une voiture qui a moins de choses que celle d'avant parce que forcément, elle est moins bien. Bien, lui, ce qu'il dit, c'est ça, le truc. C'est prenez quelque chose, essayez de retirer tout ce que vous pouvez jusqu'à ce que ça marche plus. Et vous pourrez voir, faites-le avec votre expérience avec laquelle vous travaillez tous les jours. Je suis sûr que vous pouvez virer un paquet de choses, et parfois plus de 50% des trucs, simplement parce qu'on les a mis par habitude. Mais bon, il n'y a pas vraiment d'utilité. Donc on a fait ça, nous, pour la conception de notre produit. Donc on a effectivement un produit frugal, ce qui fait qu'on est très fiers d'avoir un produit digital parce que ça se tient à la main, mais il n'y a pas une seule ligne de code dedans. Il n'y a plus d'ordinateur, il n'y a plus rien du tout. On est revenu à la vieille électronique. Alors c'est compliqué parce qu'il faut trouver des gens qui savent encore faire de la vieille électronique, mais ça marche. Ça marche pas toujours. David le dit lui-même, j'irai pas sur la Lune avec une fusée frugale. C'est vrai, il faut faire attention. Mais donc c'est dans la démarche. Et quand on parle du RSE, on nous demande toujours, est-ce que, typiquement, je présume que tu remplis comme moi des questionnaires. L'Europe est extrêmement forte pour nous sortir des questionnaires. Il y en a un de 800 questions sur la RSE. Ça n'a strictement aucun intérêt parce qu'ils nous demandent par exemple quelle est la part d'électricité qu'on utilise qui vient d'électricité recyclable. Moi, j'en sais fiche rien. Je me branche sur la prise qui est sur le mur de mon bâtiment et c'est pas moi qui fais l'électricité. Donc c'est une question qui n'a aucun intérêt pour moi, pour EDF peut-être. Par contre, qu'ils me disent est-ce que quand vous concevez quelque chose, vous essayez de le faire dans un schéma qui consiste à utiliser le moins possible les ressources, les humains, l'énergie, etc. Oui, là c'est intéressant. C'est une démarche beaucoup plus qu'autre chose. Alors ça a un double intérêt, de façon très cynique pour le chef d'entreprise, c'est que ça permet d'attirer des jeunes comme vous. Parce que si je dis que je suis une entreprise polluante qui fait du mal à ses employés, j'ai beaucoup de peine à embaucher. Par contre, quand on travaille dans le monde médical et qu'on a une façon de vivre dans l'entreprise qui est effectivement responsable, c'est-à-dire qu'on respecte les humains, et qu'en plus on a cette réflexion qui est de dire est-ce que je peux minimiser l'impact que je vais avoir sur, non pas la planète en tant que dire je vais pas creuser ou prendre moins de matériaux. Hein. Le recyclage, honnêtement, c'est un souci qui est facile à montrer, mais qui n'a pas un grand intérêt pour l'instant. Il faudrait qu'on se pose la question de savoir combien d'énergie il faut pour transporter les trucs aux endroits où on les recycle. Il y a des moments où il faut mieux les laisser. Donc oui, c'est une démarche générale, mais que tout le monde peut appliquer et qu'il faut qu'on ait en permanence chez nous. Et en particulier, alors là, pour le coup, effectivement, il faut que les industriels, en particulier ceux de notre génération, adoptent ce genre de choses, parce que pendant 30 ans, c'était pas du tout le schéma. On se posait pas la question. Il fallait faire plus. Ouais, si je peux ajouter, c'est vrai que vous avez raison. Aujourd'hui, tous les dispositifs de financement, en fait, mettent des critères de durabilité. Et aujourd'hui, clairement, on voit qu'il y a des taux d'aide qui sont pas les mêmes si l'entreprise tient compte de ces paramètres ou pas. Enfin, en tous les cas, ça baisse les taux si les produits ont un impact négatif sur l'environnement au niveau social. Donc les banques font des prêts à taux bonifiés aujourd'hui pour les entreprises qui ont une démarche RSE ou pas, ou qui ont des labels. Donc on voit bien que ça a un impact. Nous, en tous les cas, au niveau de l'agence, on se pose ces questions-là et on a en tous les cas un certain nombre d'actions au niveau des filières qu'on anime, que ce soit sur la partie recléchage des matériaux, mais même au niveau de l'électronique aussi, on se pose des questions sur ces démarches en fait d'éco-recyclabilité des composants électroniques aussi, parce qu'on voit bien que des acteurs, même que ce soit du secteur de l'automobile, de l'aéronautique aussi, qui aujourd'hui changent des cartes parce que on sait que tous les 10 ans il faut changer une carte sur un avion, mais les composants ils fonctionnent encore, et aujourd'hui clairement ça part en déchets. Donc il y a quand même des questions, et aujourd'hui il se pose quand même la question de se dire c'est quand même peut-être dommage que ça parte en déchets, qu'est-ce qu'on pourra en faire aussi. On a aussi la problématique quand même des matériaux rares qui aujourd'hui qui sont des matériaux critiques. En Europe on n'est pas non plus très souverain sur ces matériaux, donc il y a un vrai enjeu aussi de se poser des questions là-dessus, sur comment on peut mieux récupérer. Donc c'est vrai qu'il y a toujours ces questions de transport, de coûts, mais un jour peut-être que ça vaudra le coup en tous les cas de collecter toutes ces cartes électroniques et ces composants pour récupérer. Voilà. Donc si vous avez en tous les cas des idées sur ces secteurs, je pense que c'est l'avenir aussi. Ouais. Je vais enfoncer le clou, puisque on l'a déjà dit, mais en fait c'est même plus une option aujourd'hui.
Voilà, clairement, il y a une vraie dynamique qui s'installe. Aujourd'hui, bon, au-delà de la vertu de notre responsabilité individuelle sur ces questions-là et de l'avenir de la planète, de toute façon, même si ça vous intéresse pas du tout et que vous êtes climato-sceptique, l'État et l'Europe va vous forcer à le faire. Donc ça, c'est déjà pour vous dire que c'est même plus un sujet. On parle de financement public, on a parlé de bonification. Il y a certains appels à projets où vous n'obtiendrez même plus les fonds si vous n'adressez pas cette question. Si on prend un concours qui parle pas mal aux start-upers issus de la recherche publique, comme le concours iLab, par exemple, qui est un concours d'innovation, à l'amorçage des entreprises, des projets d'entreprise, moi j'ai vu les différentes évolutions de ce concours et le template du dossier à monter. Il y a 5 ans de ça, on vous demandait d'écrire un petit paragraphe sur la question de la RSE et vos projets RSE au sein de la création d'entreprise. Il suffisait de mettre que vous allez trier vos déchets et puis que vous allez pas au moment du recrutement, vous allez pas faire de différence entre les personnes et puis ça suffisait. Aujourd'hui, on vous demande d'un bilan carbone prévisionnel, on vous demande des métriques sur ces sujets-là et si vous n'avez pas un dossier solide, vous n'avez même plus, vous êtes évacué directement du concours. Et je crois que la note finale compte pour 25% de la note finale. En fait, la question de la RSE compte pour 25% de la note finale. Donc, autant vous dire que c'est un des points clés du dossier. Oui, donc, même sur les France 2030, ouais, c'est pareil également aussi. Exactement. Ouais. Et là, on parle d'argent public, mais c'est la même chose pour l'argent privé. On a parlé un petit peu des banques. Mais les fonds d'investissement, aujourd'hui, il faut savoir que l'Europe et l'État peut exercer une pression fiscale sur ces acteurs-là. Et c'est ce qu'elles ne se privent pas de faire. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand vous vous adressez à un fonds d'investissement, vous ouvrez votre capital dans une entreprise et vous voulez essayer de financer un développement, une croissance, si vous adressez en France et en Europe particulièrement. Aux États-Unis, c'est un autre sujet. Mais en France et en Europe, jusqu'à changement de gouvernance futur, aujourd'hui, si vous adressez pas ces questions, même les fonds privés vous bypasseront, vous mettront de côté. Voilà. Donc en fait, c'est même plus un sujet. Et à ce point, et à tel point que nous, on organise au sein du pôle des cycles de formation qui sont récurrents au cours de l'année. Et si je vous sors un exemple, le dernier en date, on parle d'éco-conception, c'est-à-dire comment concevoir ces produits, ces services en pensant écologie et dès le démarrage des projets. Schneider Electric, par exemple, qui est un des leaders mondiaux dans son secteur, a une business unit qui est vraiment axée sur cette question-là. Ils ont recruté des ingénieurs qui sont spécialistes de l'éco-conception et qui sont des champions dans le monde sur ces sujets. Donc, c'est un sujet d'avenir, l'éco-conception. Il y a des métiers qui se créent, il y a des formations qui se créent autour de ça et ça deviendra un incontournable. Dans les notions des RSE, il y a l'aspect aussi égalité homme-femme et puis parité. Par expérience, moi je vois les services où on a à peu près autant d'hommes et de femmes, c'est des services qui marchent toujours très très bien. Et donc on veut, c'est plus compliqué de trouver des femmes dans nos métiers. Et donc oui, on veut quand même plus d'étudiantes en photonique. Ça nous arrangerait bien parce qu'effectivement, c'est simplement pour atteindre ces objectifs, mais surtout pour l'efficacité des équipes. Un bon mélange, c'est toujours plus efficace que voilà, tout à fait. Ça marche, merci. Oui, ça évolue, mais nous, de temps en temps, effectivement, on fait de la discrimination positive, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand on voit des profils un peu identiques, en disant, non, ce service-là, il y a trop de garçons. Prochaine recrue, c'est une femme, et ça c'est quand même. C'est la RSE peut-être fait évoluer en tous les cas les mentalités dans les entreprises, et c'est vrai que oui, on voit que dans ces métiers c'est plus ouvert aux femmes en tous les cas que à mon époque où encore c'était quand même très difficile de rentrer dans ces milieux très macho. J'ai mon premier poste. Le jour où je devais signer, l'entreprise qui m'a dit finalement non, parce qu'on en a discuté entre les garçons, ils avaient peur qu'une femme dans l'équipe, ça allait perturber leur équipe. Donc c'est du vécu, et je raconte pas tout ce que j'ai eu dans ma formation également au lycée et autres. En tant que femme dans ces milieux, c'est compliqué. Mais je vois qu'aujourd'hui, en tous les cas, ça a beaucoup évolué. Et il y a eu beaucoup de changements dans les entreprises. Je pense que ce côté aussi RSE a fait beaucoup évoluer les choses et réfléchir aussi sur la place de l'équité de l'homme, de la femme dans les entreprises. Et je trouve que c'est plutôt positif en tous les cas et j'ai bien vu l'évolution. Donc les femmes, allez-y.
Julien, est-ce que tu as une troisième question à lancer à notre... Oui, on va orienter un petit peu maintenant les questions vers... alors normalement, vous allez voir pour la prochaine question, vous allez devoir classer un petit peu les différents critères qui, selon vous, pèsent le plus dans votre choix de carrière. Et pendant que vous répondez, moi j'ai une question qui me tenait à cœur et que je tenais à vous poser. C'est la place du doctorat en France et surtout sa valorisation en fait. Est-ce qu'on fait pas des fois l'opposition entre ingénieur-doctorat? Est-ce que le docteur en France, il a un statut qui est bien reconnu? Des fois, on entend quand même assez souvent, en tout cas c'est un peu du vécu, oui, un doctorat, bon, bah, c'est pas vraiment une expérience professionnelle, hein, c'est juste une formation, quoi. Donc j'aimerais un peu avoir votre opinion là-dessus. Et comment on peut faire évoluer les choses? Est-ce que c'est des mentalités, c'est du bottom-up, du top-down? Comment on fait? Moi, je vais bien commencer, mais je vous laisse la main. Moi, actuellement, disons, les derniers recrutements que j'ai fait en R&D, j'avais dit, de toute façon, ça sera un docteur, point. C'est-à-dire que moi, les deux formations, je trouve, sont intéressantes. On a besoin d'ingénieurs, on a besoin de docteurs. Pour moi, c'est quand même l'ingénieur, bah, il fabrique, etc. Moi, je trouve que le docteur, il a quand même normalement plus d'imagination. Quand il y a vraiment des problèmes, c'est quand même plus au docteur que je vais poser la question, et c'est quand même plus lui qui va y répondre. Et donc, la question, est-ce que les 3 ans de thèse, c'est pas une expérience? Bah, évidemment que c'est une expérience. Donc ça c'est évident, et c'est vrai que la France elle est un peu atypique par rapport à beaucoup d'autres pays, hein, où le docteur est évidemment bien reconnu. C'est la force des écoles d'ingénieurs qui fait que c'est peut-être que ça a été moins connu, mais en tout cas quand on est dans l'innovation, on a besoin de docteurs, et il faut évidemment valoriser les docteurs. Ça c'est pour moi, la question se pose pas. Alors, vous avez en fait devant vous des industriels qui sont docteurs, donc ça arrive. Ça n'a pas été le cas pendant longtemps, effectivement. Il y avait cette opposition et de notre temps entre l'université et les grandes écoles. Je pense que l'importance de la thèse, c'est que vous apprenez des méthodes. C'est-à-dire que normalement, quand vous démarrez une thèse, vous ne devez pas connaître le résultat de ce que vous êtes en train de chercher. Et pour un ingénieur, ça c'est extrêmement perturbant de ne même pas savoir s'il y aura une solution. Donc vous avez des méthodes, et la méthode est extrêmement importante. Par contre, ne cherchez pas à trouver un boulot dans le sujet de votre thèse. Ça par contre, c'est raté. Si vous arrivez auprès d'un industriel en lui expliquant ou lui donnant le titre de votre thèse, il y a toutes les chances qu'il fuit en courant. Ou alors vous avez vraiment coup de chance de tomber sur le bon. Donc le problème, c'est pas tellement la matière, c'est la forme, la méthode que vous avez. Et dans les entreprises, je présume que c'est pareil pour toi, enfin, c'est ce que tu disais, nos ingénieurs et nos doctorants ne raisonnent pas de la même façon. C'est-à-dire que quand moi j'ai un problème qui est, je dirais, limité et pour lequel l'expérience va pouvoir permettre d'aller vite, c'est effectivement l'ingénieur qui est bon. Il est comme à la bataille navale, il sent le truc et il va taper directement sur le sous-marin. Malheureusement, s'il tape pas sur le sous-marin, après il est perdu parce qu'il n'a plus qu'à y aller au hasard. Et c'est là où le doctorant arrive en disant, moi j'ai une méthode, je vais faire peut-être une ligne, une colonne, et puis après je vais voir où ça se passe. Et ça c'est important. C'est ça qu'il faut arriver à vendre. Et ça se vend pas uniquement dans les services de R&D des entreprises, hein. Vous pouvez aller faire de la finance. Le problématique sera exactement le même. Un problème nouveau en finance, les gens sont embêtés. Vous savez comment l'aborder. Alors, vous n'avez peut-être pas les équations, les techniques, peu importe, ça s'apprend. La méthode, c'est un peu plus long. Donc, utilisez votre méthode. Et même dans le commercial, hein. Il y a beaucoup de pays en Allemagne, les commerciaux, c'est tous des PhD, hein. Parce que en tout cas, moi je vends à des scientifiques. Alors je vends à des gens qui font des instruments, mais qui sont vendus ensuite à des scientifiques, et donc comprendre ce que fait l'utilisateur final, c'est quand même, ça aide pour vendre en général. Voilà. Moi, je voulais compléter. C'est pareil, c'est des choses qui ont beaucoup évolué. Je vois, dans ma longue carrière, au tout début, c'est vrai que les entreprises, un docteur, c'était toujours un peu, c'est peut-être un chercheur, pas trop cadré, ça va partir dans tous les sens. On sentait qu'il y avait toujours un peu quand même une réticence à recruter des docteurs. Aujourd'hui, je pense que les entreprises, elles ont compris en effet que ça apportait vraiment quelque chose. Et on voit que les entreprises qui ont vraiment des services de R&D structurés, elles ont des équipes complémentaires avec des ingénieurs, des docteurs, et on voit bien la complémentarité. C'est aussi important aussi pour les entreprises, parce que le fait d'avoir un docteur, souvent, c'est quelqu'un qui a des relations avec la recherche.
Donc ça permet aussi de faire ce lien avec la recherche et ça apporte aussi aux entreprises. Donc aujourd'hui, je pense que c'est pas, voilà, c'est peut-être même plus compliqué. On en voit de plus en plus d'entreprises qui veulent prendre des thésards, enfin et autres. Et là, c'est la problématique, c'est de trouver le candidat. Et aujourd'hui, on est plus à la difficulté à trouver des candidats qui veulent faire des thèses et avoir des doctorats. Et aujourd'hui, on est plus là en fait aujourd'hui. Oui, j'ai eu des chiffres, et puis il y a un moment, j'en avais plus parce qu'en fait, on ne trouvait plus, parce qu'il y a vraiment une période où on ne trouvait plus de doctorants. Alors maintenant, je pense que ça va mieux de nouveau, mais il y a vraiment eu toute une période où c'était très compliqué. Et puis on a ouvert un labcom avec le CIMAP à Caen, parce que il y a des sujets d'intérêt commun, et c'est extrêmement riche, extrêmement riche. Ouais. Moi, je suis parfaitement aligné avec ce qui a été dit. Hein. C'est clair, les deux logiciels différents du chercheur et de l'ingénieur, et chacun a sa fonction et même super complémentaire. En tant que docteur, ce qu'il faut, je pense, savoir mettre en avant aussi, c'est vos compétences en gestion de projet plus. Parce que ça, c'est très recherché, et dans tous les secteurs, ça a été dit, dans tous les domaines, quelle que soit la discipline, et c'est parfaitement recyclable, quelles que soient vos origines technologiques. Voilà. Donc votre capacité à partir de rien, d'une page blanche, et d'arriver jusqu'à un résultat, une information exploitable, ça et tout le processus qui vous permet d'y arriver, ça c'est vraiment un acquis, un savoir-faire qui a énormément de valeur. Donc c'est ça qu'il faut savoir mettre en avant. Et puis peut-être aussi juste préciser que moi j'ai vu passer les différentes évolutions et les différents profils de recrutement au sein des différentes entreprises technologiques et innovantes. Et au début, il est vrai que l'incitation fiscale à recruter des docteurs était le principal moteur, on va dire, de ces recrutements, mais aujourd'hui, c'est plus du tout le discours de l'industrie, plus du tout. Voilà, on n'est plus du tout sur cette question-là, et c'est une évidence que même sans incitation fiscale, le statut du doctorant a été énormément valorisé. Il a su montrer en tout cas ce qu'il savait faire et son apport à la R&D et in fine au business, hein, parce que dans une entreprise, c'est quand même ça le nerf de la guerre. C'est arriver à vendre ce qu'on fait, ce qu'on produit. Donc voilà, soyez pas défaitistes en tout cas. Et en effet, pour rejoindre un petit peu ce que tu disais tout à l'heure, hein, il suffit de regarder les statistiques quel est le nombre de doctorants, quelle est la part des doctorants qui terminent maître de conf ou chercheur. Et puis c'est pas la majorité. Et donc il faut trouver du taf à tous les autres. Voilà. François parlait de sujets de thèse. Il y a quand même certains sujets de thèse qui sont un peu plus vendeurs que d'autres. Et c'est vrai que moi souvent, on m'a aussi demandé parfois d'être dans l'évaluation CNRS des groupes et de recherche. Et de temps en temps, je voyais effectivement les sujets de thèse. Je dis, si vous avez en tête de recruter la personne après, c'est bien, allez-y. Vous pouvez prendre le sujet un peu qui vous convient. Quand on donne aussi, malgré tout, un sujet de thèse à quelqu'un, alors on voit bien qu'il évolue. Hein, c'est bien si on se dit à la fin, quand même, il y a plus de chances qu'il aille un peu dans l'industrie. N'hésitons pas quand même à trouver quelque chose qui soit un peu plus vendable, même si effectivement le sujet de thèse ou le titre de la thèse, et ça se fait au moment de l'écriture. Hein, donc après, on met ça en forme de la manière dont on veut. Hein, mais après, au moment au moins où l'étudiant met ça en forme, c'est bien de penser à la suite. Voilà. Justement pour compléter, je ne sais pas si c'est vrai dans toutes les grandes régions, mais en tout cas en Nouvelle-Aquitaine, les financements de thèses qui sont alloués doivent répondre à des critères qui sont des critères régionaux de développement économique. Et donc ça nous amène, nous, en tant que chercheurs, à réfléchir nos sujets avec une projection de l'intérêt économique en région. Donc ça nous oblige à nous rapprocher d'acteurs économiques et de construire nos projets de la sorte. Souvent, on a d'ailleurs des cofinancements, c'est-à-dire qu'on a 50% du financement qui vient de la région et 50% qui vient d'un financement institutionnel. Donc là où il y a 10 ans, on faisait 100% de financement institutionnel, on se faisait plaisir sur le sujet. Aujourd'hui, on est quand même amené à avoir cette réflexion-là et je pense que ça contribue aussi peut-être à nous rapprocher un peu plus des besoins et rendre nos sujets peut-être plus d'intérêt ensuite pour, en tout cas, l'activité plus intéressante lorsque le docteur se vendra. Mais quel que soit, après, quel que soit le sujet,
c'est les méthodes. Effectivement, on revient sur là-dessus. L'étudiant, quand il a sa thèse, ben, il vend sa méthode, il vend pas le sujet. C'est quand même peu probable qu'il soit embauché sur son sujet. Bon, ça arrive, mais c'est quand même peu probable. Derrière, c'est toutes les méthodes qu'il a apprises et c'est ça qu'il doit vendre. Donc, quand vous voyez un employeur, rentrez pas forcément dans le sujet, mais mettez en avant vos méthodes, vos gestions de projet, etc., et vos manières d'arriver à un résultat. Voilà. Et maintenant, pour commenter un petit peu, donc la question c'était quels critères pèsent le plus dans votre choix de carrière. On avait demandé de classer du coup 5 critères qui nous paraissaient à peu près les plus importants. Bon, le choix de la forme hein, du sondage, je suis pas sûr parce qu'on voit pas tout d'un coup. Mais moi, ce que je vois quand même, c'est que ce qui revient, c'est liberté intellectuelle globalement vers le haut et rémunération. Ce qui peut, enfin moi quand je pense à liberté intellectuelle, ce que je peux faire, bah je pense enseignant-chercheur. Et après, je vois rémunération, bah je pense pas enseignant-chercheur. Donc Agnès, est-ce que tu peux peut-être rassurer nos futurs bêtes de conf sur l'aspect. Ouais, est-ce qu'il y a quelque chose qui compense la rémunération, hein, hormis la liberté intellectuelle? Tu l'as trouvé. Alors on va interroger tous les collègues de la salle. Alors, la liberté intellectuelle, ouais, ça c'est génial. C'est vrai qu'on a cette grande chance-là. Alors, intellectuelle, et puis liberté aussi dans l'organisation du temps de travail. Et ça, c'est assez chouette. Alors souvent, bon, le revers de la médaille, c'est qu'on fait 1000 choses à la fois, mais voilà. Il me semble que la rémunération, il y a quand même une petite revalorisation des carrières récentes à travers des primes qui nous ont été allouées. C'est-à-dire que c'est pas une revalorisation sur le point d'indice, bien sûr, mais il y a eu des revalorisations un peu de ce type-là pour l'ensemble des enseignants-chercheurs. Donc, bon, sans rentrer dans les détails, c'est à 3 niveaux. Donc, il y a un premier niveau qui est le niveau pour tous, où on a tous une augmentation progressive de cette prime-là sur plusieurs années. Alors, je me souviens plus, mais bon, je vous dirais des bêtises, probablement, mais elle est peut-être de partie de 1 000 € annuels, et elle est censée arriver à 6 500, je crois, sur plusieurs années. Donc c'est pas rien. Il y a après d'autres primes qui sont des primes de responsabilité collective, voilà. Donc ça, bon, en fait, c'est du travail en plus. Et puis après, il y a le troisième volet de ce qu'on appelle la RIPEC, qui là est une prime qui est attribuée par l'établissement sur l'investissement. Le plus d'investissement. Alors initialement, c'est essentiellement recherche, mais aujourd'hui, cette prime-là intègre l'ensemble des missions de l'enseignant-chercheur. Recherche, enseignement, application dans des missions pédagogiques et dans des missions collectives. Voilà. Donc, alors moi, je suis au CNU. D'ailleurs, j'en profite. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je fais partie de la section 30. Donc, si à un moment vous voulez discuter de ces points en particulier, voilà, ou même après pendant le pot, si vous avez des questions, je peux autant que possible essayer d'y répondre. Et donc, du coup, au CNU, on évalue pour ce dernier volet les dossiers des collègues. On émet un avis, on fait pas de classement, et ensuite ça repart dans les universités qui à ce moment-là utilisent ou pas l'avis du CNU et font leur propre classement. Mais dans tous les cas, l'idée aussi là, c'est cette prime-là, elle existait par le passé. On était, je sais plus, une vingtaine de % peut-être à l'avoir dans nos composantes. L'idée, c'est de monter là très rapidement à 45% des enseignants-chercheurs qui puissent en bénéficier. Donc il y a ça. Après, voilà, si on veut gagner de l'argent, c'est clair qu'il faut pas être enseignant-chercheur. Bon, sachez que c'est public. Hein. Si vous vous posez des questions, vous tapez sur Internet la grille de salaire, vu qu'on est agent de l'État, est public. Hein. C'est pas un secret. Hein. Si vous vous posez cette question, pratico-pratique. Je veux juste revenir sur un petit mot que Steve Jobs donnait tout à l'heure, qui disait « Commencez par essayer de savoir ce que vous avez envie de faire, parce que ça, vous le ferez bien. » Si c'est gagner de l'argent, c'est-à-dire avoir un gagne-pain, ça n'est pas un métier, c'est juste un gagne-pain. Donc trouvez-vous autre chose à faire à côté, parce que si vous allez faire quelque chose qui vous intéresse pas juste pour gagner de l'argent, vous n'allez pas vivre heureux très longtemps. Alors peut-être que vous serez riche, mais il y a un tas de riches qui sont pas heureux du tout. Hein. Donc il faut pas le voir comme ça. Il faut le voir dans l'autre sens. Effectivement, il faut avoir les moyens de vivre, et je suis heureux moi d'avoir des moyens corrects pour vivre.
quand j'étais au CNRS, j'ai trouvé un tas d'autres moyens pour compléter mon salaire CNRS. J'étais consultant dans des boîtes, je suis parti pendant 2 ans dans le privé, je suis parti aux États-Unis où j'ai jamais été aussi bien payé après très longtemps. Bon, ça a duré qu'1 an, mais peu importe. Donc autrement dit, il faut entreprendre. Et entreprendre, ça veut pas dire créer une boîte, hein, ça veut dire faire quelque chose de plus que ce qu'on ferait normalement si on faisait pas grand-chose. Donc c'est important, on l'a dit tout à l'heure, maintenant les choses ont changé, la loi sur l'innovation, alors nous on faisait partie des gens qui étaient sur la ligne rouge, bon elle est passée à la ligne grise pendant longtemps, maintenant je pense qu'elle est quand même très très ouverte. Il y a des exemples de gens qui sont chercheurs CNRS et qui sont infiniment plus riches que nous industriels. Peu, je suis d'accord avec vous, mais il y a des exemples typiques de celui qui avait fait le brevet sur le Taxofed, je crois. C'était en fait un médicament à partir de l'IF, qui est un médicament utilisé pour le cancer. Et la difficulté, c'est que dans la règle du CNRS, donc la moitié revient au CNRS et l'autre moitié est partagée entre le laboratoire et les chercheurs. Bon, les sommes étaient tellement grandes qu'il n'y avait plus moyen d'abord de virer le gars du laboratoire, parce que c'est lui qui payait tous les appareils pour son propre labo. Et en plus, ils savaient plus comment faire, parce que le labo touchait cet argent-là, mais ils avaient refait la peinture 3 fois, ils avaient tout. Et en fait, il y avait trop d'argent. Donc, ce gars-là est effectivement très riche. Alors, il n'est pas très nombreux. Donc, il ne faut pas voir le problème dans ce sens-là. Je crois que si vous faites quelque chose qui vous intéresse, vous trouverez les moyens, parce que vous êtes doctorant quand même. Vous êtes malheureusement, si je puis dire, pas en bas de l'échelle. C'est-à-dire que vous aurez des opportunités. Il suffit de les cueillir. C'est à vous à prendre le bâton par le bon bout, là. Donc, donnez-vous les moyens de votre ambition. Et peu importe quelle est votre ambition, il faut la caler au bon endroit. Et faites-vous plaisir, surtout. On est en Occitanie, à 7, pour les Ginox cette année. Je vois que la localisation géographique, elle est quand même revenue au moins en première place sur un couple. On ne voit pas tous les autres couples, mais on voit que la localisation géographique... Ah, on peut avoir d'autres... C'est les combinaisons les plus fréquentes. Donc normalement, c'est au moins les 3... C'est pas très grave, je permets quand même de relancer les pôles de compétitivité et puis l'accompagnement ad hoc. Comment on peut motiver des jeunes aujourd'hui ? Il y a une combinaison correcte. Comment on motive aujourd'hui des jeunes à venir, par exemple, créer ou à venir faire de la photonique en Occitanie, ou dans le sud-est en tout cas de la France ? Comment les motiver ? On a le soleil, on a la mer à côté. Non, mais vous parliez de dispositifs, par exemple, même pour les étudiants, oui, en fait, pour les étudiants. des choses qu'on n'a jamais entendu parler. Je suis désolée, je connais que l'Occitanie. Mais c'est vrai que voilà, oui, en Occitanie, on a cette chance. Mais je pense que c'est sûrement le même cas dans les autres régions. Hein. Peut-être que tu peux répondre sur la partie PACA aussi. Mais je pense que oui, ça se développe, je pense, partout au niveau des universités. Dans le cadre des PUI, les pôles universitaires et innovation, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de soutien à la création d'entreprises, soit des étudiants ou soit des jeunes chercheurs. Donc je pense que ça c'est le cas en tous les cas à Montpellier, on a un super PUI et il y a en tous les cas un appui très fort pour les étudiants et les chercheurs sur ce côté-là, oui. Ouais. Et puis moi, je suis basée à Montpellier. Hein. On a une partie de l'équipe qui est basée à Toulouse, mais moi, je suis basée. J'ai fait mes études à Montpellier et j'ai pas pu en repartir. J'étais pas de Montpellier. En Bretagne, on n'a pas de canicule. Vas-y, vont la Bretagne. Ouais, 0 canicule. Hein. L'herbe est verte. Mais c'est vrai qu'il y a une sacrée concurrence parce que la mer commence à devenir baignable en Bretagne. Donc on commence à claquer des genoux un peu dans le sud parce qu'on se dit mince, l'atout principal chez nous commence à... Les jours de banquise sont plus très nombreux en Bretagne. C'est les jours de soleil aussi qu'on regarde avec attention. En Bretagne, il y a du soleil plusieurs fois par jour. Plusieurs secondes même. Plusieurs secondes par jour. En secondes, c'est le chiffre énorme. Ouais, c'est vrai. Non, mais oui, bien sûr. Alors, il y a une espèce de petite compétition implicite entre les régions en France, parce qu'évidemment, chaque région veut être un poumon économique, veut de l'innovation, veut de la jeunesse, veut du dynamisme. Donc, chacun essaie de développer ses dispositifs et met en avant ses attraits. Mais oui, je confirme le fait que il y a énormément d'incitations à venir créer des entreprises, et à venir s'impliquer dans les régions. Dispositifs de financement, mais aussi dispositifs fléchés vers les étudiants notamment. Voilà. C'est ça, c'est ce que disent toutes les régions. Donc maintenant, il faut arriver à sortir. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des incubateurs aujourd'hui partout. Il y a de plus en plus aussi d'écoles d'ingénieurs qui ont leur incubateur aussi
intégrés. Donc c'est vrai que voilà, c'est des choses qui n'existaient pas. Je crois que les premiers, c'était les écoles des mines qui avaient créé des incubateurs intégrés dans les écoles. Mais voilà, aujourd'hui, quasiment toutes les écoles d'ingénieurs ont leur propre incubateur, les universités aussi. Oui. Alors, et peut-être juste une petite précision. J'espère que je vais pas me faire d'ennemis, mais en fait, quand on regarde de l'extérieur l'écosystème autour de l'entrepreneuriat et de l'innovation, on est face à un océan de structures, et on a un peu du mal à savoir qui fait quoi, comment, à quel niveau la structure intervient. Vous avez aussi des structures privées qui s'appellent incubateurs, voilà. Et donc ils sont plus associés à des prestataires de services, puisqu'en général c'est payant plus que ça ne rapporte de l'argent entre guillemets. Puis après vous avez des incubateurs qui sont dits incubateurs publics ou incubateurs allègres qui sont issus de cette loi sur l'innovation il y a une vingtaine d'années. Donc c'est des incubateurs qui ont une vingtaine d'années, qui sont territorialisés. Ça veut dire que ils se marchent pas sur les pieds. Et là, ce sont des incubateurs qui ont des missions de service public, qui sont financés par l'État principalement et les collectivités locales. Et ces incubateurs sont en capacité pendant 2 ans d'accompagner le créateur d'entreprise, le porteur de projet, de l'aider surtout parce que on a beaucoup parlé de technologie aussi dans la création d'entreprises innovantes, mais il y a tout un environnement à l'entreprise que probablement aujourd'hui vous maîtrisez pas et sur lequel vous avez pas énormément de vision, mais qui est indispensable au bon fonctionnement d'une entreprise. Toute la question, notamment au démarrage, à l'amorçage, de comment est-ce qu'on va financer son activité. Une entreprise qui est très innovante, elle va avoir beaucoup de développement à faire au début, elle va rien vendre. Donc il n'y a pas d'argent qui rentre et il y a beaucoup d'argent à sortir. Et donc toute la question et tout le jeu, c'est de dire comment est-ce que je finance toutes ces phases-là jusqu'à ce que je devienne rentable, entre guillemets, ou en tout cas que je commence à faire du chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment un jeu qu'il faut commencer à connaître et auquel il faut s'attacher relativement rapidement. Donc, être entrepreneur, c'est savoir faire plusieurs choses, pas que l'expertise technique dans laquelle vous allez être. Et puis, c'est aussi savoir bien s'entourer. Voilà. Ouais, j'allais dire, c'est ça la clé. Voilà. Hein. Il faut pas partir tout seul. Hein. C'est avant tout une équipe. Hein. D'ailleurs, aujourd'hui. Les pépinières et les incubateurs, souvent quand la personne vient seule, ils vont chercher un associé ou autre. Et même les pépinières et autres, ça fait partie des critères aujourd'hui. Ils prennent plus de porteurs qui sont tout seuls. Voilà, il faut qu'il y ait une équipe derrière, même si les gens vont pas être salariés ou ils sont pas à temps plein sur le projet, hein, parce que des fois il y en a qui se mettent en disponibilité ou qui vont donner un coup de main à un projet, mais il faut une équipe parce que on peut pas être expert dans tous les domaines, voilà, et donc il faut savoir s'entourer pour répondre à des problématiques. Il faut savoir monter un plan de financement, il faut savoir connaître la techno, il y a les problématiques de propriété intellectuelle, le marché et autres. Enfin voilà, c'est plein de connaissances, de compétences qu'il faut avoir et c'est difficile d'avoir tout ça d'un coup, surtout quand on est jeune. Donc c'est important de s'entourer. Ouais. Et vos meilleurs partenaires, vos meilleurs associés sont pas forcément vos meilleurs amis, même si vous appréciez beaucoup vos amis, qui sont super sympas et qui ont plein de choses à apporter. Vous avez besoin surtout avant tout de compétences particulières. Et parfois, votre meilleur partenaire, c'est pas forcément la personne que vous connaissez depuis longtemps. C'est peut-être une personne que vous allez découvrir et il faut se mettre à rechercher cette personne. Voilà. Et il faut savoir aussi quelles sont les compétences nécessaires pour bien démarrer un projet de création d'entreprise aussi. Il y a quand même un certain éventail de compétences à maîtriser pour que tout soit bien aligné, que les chakras soient bien alignés et que le projet réussisse. Et même ça garantit pas la réussite. Hein. Donc, c'est aussi prendre du risque, c'est aussi ça l'entrepreneuriat, être capable d'avoir une aversion au risque qui soit relativement basse, on va dire. Puis on a des beaux exemples ici, hein, mais voilà. Et le risque, ça veut pas dire je joue ma vie forcément. Hein. C'est aussi voilà, je sais, j'apprends de mes erreurs, je rebondis, c'est ça l'entrepreneuriat. Donc en effet, là, quand je regarde stabilité de l'emploi, bon, si c'est votre critère numéro 1 et que vous y dérogez pas, j'ai envie de dire peut-être que l'entrepreneuriat est moins fait pour vous. Voilà. Je rebondissais justement là-dessus, sur la stabilité de l'emploi. Moi, j'ai commencé au CNRS avec un emploi parfaitement stable. J'ai été révoqué de la fonction publique. Hein, donc, on peut y arriver. Et c'est possible, exactement. Je crois qu'on n'était pas très nombreux à le faire. Alors, pour tout vous dire, c'est parce que j'ai quitté le CNRS pendant 10 ans et qu'au bout de 10 ans, ils m'ont demandé si je voulais revenir. Comme j'ai voulu économiser un timbre, j'ai pas répondu, donc ils m'ont révoqué. Mais c'est la logique. On peut commencer dans une certaine vision
et puis partir sur autre chose. Il se trouve qu'au moment où il y avait un mouvement qui s'appelait Sauvons la recherche, là, on était 2 à Bordeaux à travailler là-dessus. Le deuxième, c'était quelqu'un qui avait fait exactement le schéma opposé. Il avait commencé dans une start-up, ça avait bien marché, il avait gagné de l'argent, et après, il a fait ce qu'il avait envie de faire, c'est-à-dire d'être prof d'université. Et c'est extrêmement intéressant. Donc, les carrières, ça ne peut pas être stable. Ou alors, effectivement, vous êtes fonctionnaire des postes, mais est-ce que vous avez vraiment envie de faire ça? Et encore, je me moque des postes, mais ils sont même plus fonctionnaires. Donc, oui, c'est le mauvais exemple. Donc, il faut accepter. Oui, il y a eu exactement. Il faut accepter de bouger de la même façon qu'il faut accepter de bouger géographiquement. Vous avez vu que là, autour de la table, on a pu retomber sur nos régions d'origine parce qu'on aime bien et qu'on a quand même vécu une partie de sa vie. Mais on a tous fait des profils à droite à gauche, hein, que ce soit pour des raisons diverses et variées. Donc ça, c'est enrichissant. Il faut voir du pays, il faut voir des gens. Il faut s'entourer de gens. Alors ça, c'est fondamental. Bon, moi, je dis toujours attention à ce qu'on ne vous pousse pas trop vite à partir trop tôt dans une voie qui est quand même dangereuse. Et l'entrepreneur, enfin, créer une entreprise, c'est quelque chose, enfin, c'est dangereux. C'est pas dangereux, c'est compliqué. Faites-le en vous entourant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout les idées que vous pouvez avoir, par contre, qui ont l'expérience, typiquement administrative, financière, peu importe. Eh bien, c'est très bien. Vous pouvez très bien vous associer avec quelqu'un à qui vous apportez votre jeunesse et votre dynamisme, et lui, il va vous apporter la partie qui vous emmerde, c'est-à-dire la stabilité de l'entreprise. Ça marche. Par contre, on a quelques entreprises, nous, autour de nous, où ce sont des jeunes thésards qui sont partis. Ça fonctionne de temps en temps, ça fonctionne quand même pas à tous les coups, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre que vous en collez quand même un paquet par-dessus la tête, et donc le temps sera encore plus long. Mais bon, prenez des risques, effectivement, mesurez, mais prenez des risques, sinon... mais je pense que c'est un vrai atout quand il y a l'appui d'un laboratoire de recherche. Enfin, en tous les cas, moi, de mon expérience, tous les projets que j'ai vus qui étaient issus de laboratoires de recherche, il y a quand même déjà une caution scientifique. Il y a un réseau aussi des universités, des chercheurs. Et ça, c'est des atouts aussi qui sont quand même très, très importants dans des projets de création d'entreprise. Enfin, c'est... Tout à fait. Et de structures comme les vôtres, c'est fondamental. Enfin, moi, donc la dernière entreprise, je l'ai créée à 55 ans. Il se trouve que j'étais vice-président d'une technopole à Bordeaux. Je suis allé voir la technopole. Alors, ils étaient un peu inquiets parce que comme c'est moi qui avais embauché les gens, ils me se demandaient bien ce que je venais faire. Mais en fait, je venais leur demander des conseils parce qu'ils savent faire quelque chose que je ne sais pas faire. Autrement dit, vous voyez statistiquement des dizaines ou des centaines d'entreprises, donc les bêtises, vous en avez vu une centaine, alors que nous, on va toutes les faire une par une. Et c'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de recette pour la réussite. Par contre, il y a un certain nombre de recettes pour éviter de faire les conneries des autres. Et c'est ça qu'il faut apprendre, en fait. Donc c'est là où les structures d'appui sont fondamentales. Il faut absolument passer par là. Oui, c'est vrai qu'on apporte vraiment ce regard extérieur et tout ce retour d'expérience, en effet, des erreurs ou des réussites aussi. Et on a quand même aussi beaucoup de belles réussites. Donc oui, ça c'est important. Et quand on parlait de localisation, si on est issu d'un labo, la meilleure localisation, c'est d'être à côté du labo. Voilà, quel que soit le labo. Donc quand on a la chance d'avoir une ville universitaire, c'est très bien parce que on a les collègues et souvent ou les ex-collègues et avoir un accès à autant de compétences, à autant de richesses à côté de chez soi, et qui est très souvent, alors peut-être qu'il peut y avoir des petits conflits, mais quand même très souvent qui feront tout pour vous aider, c'est comme sympa. Bien, merci. En fait, tu as un dernier mot, Olivier ? Ouais, juste un dernier mot. Vas-y. Parce que j'y pense, c'est parce que j'ai été confronté très souvent à cette discussion qui était très récurrente en fait dans mon parcours avec les personnes issues de la recherche publique et qui créent des entreprises. À partir du moment où vous êtes salarié, employé, payé par une structure de recherche, la recherche que vous faites ne vous appartient pas, elle appartient à la structure de recherche. Et donc les brevets que vous déposez, même si c'est pas vous qui les déposez, c'est votre tutelle de recherche, c'est à elle qu'appartiennent ces brevets. Donc je vous le dis, c'est important de le savoir parce que dans les projets d'entreprise que vous pouvez avoir, j'ai été souvent confronté à des personnes qui venaient me voir et qui me disent « Moi, j'essaye de m'affranchir de transfert de technologie, est-ce que je peux utiliser ce brevet pour que... » Non, en fait. Mais oui, mais c'est moi qui l'ai fait. Oui, mais c'est vous qui l'avez fait dans le cadre de votre travail et donc ça appartient à la personne qui paye votre travail. Et même pire que ça, si vous faites des choses dans votre garage le week-end, vous devez le déclarer à votre employeur et votre employeur peut préempter ce que vous faites le week-end. Si ça n'a strictement rien à voir avec vos compétences, là, il y aura une discussion. Si ça a quelque chose à voir avec vos compétences, sachant que votre employeur participe à votre formation continue, à votre expertise, il y a une part au moins de cette propriété intellectuelle qui peut lui appartenir. Donc même si vous faites des choses dans votre garage le week-end. Donc
C'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de s'affranchir du système. Il y a un système qui est construit pour vous aider à faire ça, main dans la main avec les personnes qui possèdent cette propriété intellectuelle que vous développez durant votre carrière potentiellement, si vous êtes enseignant-chercheur ou personnel de recherche. Et donc voilà, renseignez-vous sur ces sujets-là. C'est un peu complexe, on n'a pas le temps d'en parler plus aujourd'hui, mais il y a des parcours qui sont bien fléchés, bien identifiés, des process qui sont bien clairs, des structures dont le rôle est d'opérer le transfert de technologie vers une entreprise que vous pourriez créer. Et donc voilà. C'est pareil dans le domaine du privé aussi. Hein. Je fais On arrive à... Je reviens juste sur un petit morceau de l'interview de Jack Ma là, tout à l'heure, qui disait ce qu'il fallait faire à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Alors, il y a une version, je crois, un peu plus longue. Ce qu'il dit, c'est qu'en gros, il faut commencer par trouver quelqu'un qui paye pour que vous appreniez. Et c'est vrai que c'est dur à dire. Hein, et alors, autant je défends quand même l'esprit d'entrepreneur, il est vrai qu'il faut se méfier de ne pas brûler ses ailes trop tôt. Donc quand vous trouvez un patron qui peut vous apprendre un tas de trucs, mais que c'est lui qui paye le salaire, c'est quand même une bonne idée. Alors, il ne faut pas s'endormir, il ne faut pas faire ça toute sa vie, mais n'hésitez pas à choisir une première étape qui consiste à apprendre les choses qui vont vous servir derrière. Vous avez quand même, pour vous, à minima 40 ans de carrière devant vous. On verra bien l'âge de la retraite quand vous y serez. Vous avez un peu de temps, et donc ne vous tuez pas tout de suite, en fait. Bon, par contre, si vous avez une envie et que vous avez un sujet, il ne faut pas hésiter. Je n'aurais pas non plus coupé les pattes de tout le monde. Il y en a qui réussissent. Il y a des magnifiques exemples. On a un copain qui s'appelle Samuel Bucourt, qui est sorti de l'école, qui a créé sa boîte. Il est toujours là, elle marche très bien. Il a été... président. Il était président de la Photonics France aussi, oui, il a été. Enfin bon, bref, il a fait un tas d'autres choses. Donc c'était la voilà, FOP à l'époque. c'était la FOP. On peut réussir tout en démarrant comme étudiant, mais les statistiques sont dures. Il vaut mieux durcir un peu sa carapace avant d'aller se faire taper dessus. Dernier mot, envie, sujet, c'est ce qui vient d'être dit. Troisième mot-clé, c'est marché. On peut avoir plein d'envies, plein de sujets hyper experts, mais si personne ne vous achète ce que vous fabriquez ou vous développez, il n'y aura rien du tout derrière. Donc la question du marché, même si aujourd'hui ce n'est pas du tout une préoccupation, une entreprise, c'est pas juste une passion, ça peut l'être, mais c'est pas une passion. C'est avant tout des clients qui vont vous acheter ce que vous développez. Et ça, c'est une question primordiale. Une dernière chose, du coup, je tiens à vous remercier d'avoir passé ces heures-là avec nous. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Et je vous remercie, nos 5 intervenants, pour ces super échanges. Vraiment, merci d'avoir participé à cette action. Et merci à mes collègues, à la SFO aussi, qu'il va falloir trouver, du coup. Merci. Et aussi à la prise de son et d'image. Merci à vous tous. Merci.